Il est parti. Nous devons partir, maintenant. Ces mots, prononcés si doucement mais avec une telle urgence, ont fendu le bruit de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle comme un couteau. Je me suis tournée pour regarder ma petite fille de 7 ans, Bethany, dont la petite main a soudainement agrippé la mienne avec une force surprenante. « De quoi parles-tu, mon cœur » ai-je demandé, en regardant l'avion de mon fils Robert s'éloigner de la porte d'embarquement. « Nous venons de dire au revoir à ton père. Il sera de retour de Londres dans une semaine. » Mais les yeux de Bethany n'étaient pas fixés sur l'avion qui partait. Ils étaient rivés sur quelque chose, ou quelqu'un, derrière nous, son visage habituellement joyeux soudainement pâle et grave. « Nous devons y aller, mamie Hélène, maintenant. » Sa voix tremblait légèrement, mais sa poigne restait ferme alors qu'elle me tirait vers la sortie. J'avais passé 68 ans à développer l'habitude d'écouter les enfants lorsqu'ils parlaient avec une telle conviction. Quelque chose dans son ton, un écho de la détermination de son père, m'a fait jeter un coup d'œil désinvolte par-dessus mon épaule, comme si je vérifiais le tableau des départs. 2 hommes en costume sombre se tenaient près du contrôle de sécurité. Leur attention était indubitablement fixée sur nous. Rien dans leur apparence n'était ouvertement menaçant. Pourtant, quelque chose dans leur posture, la manière délibérée dont ils balayaient le terminal du regard tout en restant conscients de notre position, a déclenché une alarme longtemps endormie dans mon esprit. « D'accord, allons à la voiture », ai-je accepté, ajustant mon sac à main sur mon épaule et guidant Bethany vers la sortie avec une nonchalance forcée. Il se fait tard de toute façon. Nous avons traversé le terminal bondé à un rythme mesuré, pas assez vite pour attirer l'attention, mais avec un but clair. Bethany restait près de moi, son lapin en peluche préféré, Monsieur Carotte, serré contre sa poitrine. « Est-ce qu'ils nous suivent, mamie » a-t-elle chuchoté alors que nous montions sur l'escalator menant au parking. J'ai résisté à l'envie de regarder en arrière. « Comment savais-tu pour ces hommes, Bethany » ? Papa a dit qu'ils pourraient venir. Il a dit, si je voyais des hommes en costume sombre nous regarder après son départ, je devais te dire qu'il fallait partir tout de suite. Sa voix était à peine audible au-dessus du bruit ambiant de l'aéroport. Un frisson m'a parcouru. Robert, mon fils pratique et rationnel, qui travaillait comme directeur financier chez Méridien Global Investissement, n'avait jamais été enclin à la paranoïa ou au mélodrame. S'il avait averti sa fille de potentiels observateurs, il devait avoir des raisons sérieuses. Le parking était à moitié vide. Notre berline était garée dans une rangée de véhicules au 3e niveau. En nous approchant, j'ai balayé nonchalamment la zone du regard, repérant un SUV sombre aux vitres teintées qui tournait au ralenti 2 rangées plus loin. Le conducteur semblait parler dans un téléphone ou une radio. « Bethany » ai-je dit doucement. « Est-ce que ton père t'a dit autre chose ? Quelque chose que je devrais savoir ?» Elle a hoché la tête solennellement. « Il a dit que si les méchants hommes venaient, je devais te donner Monsieur Carotte. Il a quelque chose de spécial à l'intérieur. » Elle a hésité, et papa a dit de ne pas utiliser nos téléphones. Ils peuvent écouter. J'ai déverrouillé la voiture, aidant Bethany à monter sur la banquette arrière et à attacher sa ceinture avant de contourner le véhicule pour m'installer côté conducteur. À travers le rétroviseur, j'ai vu les portes de l'ascenseur s'ouvrir, révélant les 2 hommes du terminal. Des décennies à enseigner l'histoire au lycée ne m'avaient pas préparé à ce moment. Mais les années que j'avais passées en tant que mère. Célibataire après la mort prématurée de mon mari m'avait appris une leçon cruciale. Lorsqu'il s'agit de protéger sa famille, l'hésitation est votre pire ennemi. J'ai démarré le moteur et j'ai quitté la place de parking, conduisant normalement vers la sortie. Le SUV que j'avais remarqué plus tôt s'est également mis en mouvement, se plaçant plusieurs voitures derrière nous. Au péage, j'ai payé en espèces plutôt qu'avec la carte de crédit que j'aurais normalement utilisée. Une décision motivée par l'avertissement de Bethany sur les téléphones. S'il pouvait écouter les appels, les paiements électroniques laisseraient une trace tout aussi claire. En nous insérant sur l'autoroute, j'ai pris la décision en une fraction de seconde d'éviter notre itinéraire habituel vers notre maison de la banlieue parisienne. Au lieu de cela, j'ai pris la sortie pour le centre de Paris, entrant dans le labyrinthe de la ville où nous pourrions peut-être semer nos poursuivants dans le trafic du soir. « Bethany » ai-je dit, en gardant ma voix calme tout en vérifiant constamment les rétroviseurs. « J'ai besoin que tu me donnes Monsieur Carotte maintenant. » Elle m'a tendu le lapin en peluche usée. Sa fourrure autrefois blanche était maintenant grise après des années d'amour. Papa a dit que tu devrais regarder dans la poche spéciale. Je lui ai rendu le lapin. Garde-le pour l'instant. Quand nous serons en lieu sûr, je regarderai. Sommes-nous en danger, mamie ? A-t-elle demandé, sa voix petite mais stable. J'ai croisé son regard dans le rétroviseur, frappé par sa ressemblance avec Robert à cet âge. La même expression sérieuse face aux vérités difficiles. Je n'en suis pas encore sûre, mon cœur, mais ton père voulait clairement que nous soyons prudentes, alors c'est ce que nous allons faire. Le SUV est resté plusieurs voitures derrière nous, une constance trop grande pour être une coïncidence. J'ai fait une série de virages aléatoires dans les rues de la ville, confirmant mes soupçons lorsqu'il a ajusté sa trajectoire pour correspondre à notre chemin apparemment erratique.
Mon esprit tournait à plein régime. Dans quoi Robert s'était-il impliqué? Pourquoi ne m'avait-il pas prévenu directement? Quelle information pouvait être si dangereuse pour que mon fils comptable transforme sa fille en messagère secrète? Je me suis garé dans le parking souterrain d'un grand hôtel du centre-ville, conduisant jusqu'au niveau le plus bas avant de trouver une place partiellement masquée par un pilier en béton. Après avoir coupé le moteur, je suis resté assise un instant, rassemblant mes pensées. Laisse-moi voir Monsieur Carotte maintenant, Bethany. Elle m'a tendu le lapin en peluche, me regardant attentivement pendant que je l'examinais. Une petite couture presque invisible courait le long de son dos, différente des coutures d'usine. Je l'ai soigneusement ouverte, révélant une poche cachée. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB et un mot manuscrit de l'écriture précise de Robert. Maman, si tu lis ceci, cela signifie que nous sommes tous en danger. Je ne pouvais pas te le dire directement. Il me surveille de trop près. J'ai découvert des preuves financières de corruption massive et de vente d'armes illégales chez Méridien Global. La clé USB contient les preuves, mais elle est cryptée. Tu auras besoin du mot de passe. Ne rentrez pas à la maison. N'utilisez ni carte de crédit ni téléphone. Ils ont des ressources partout. Allez à la Bibliothèque nationale en centre-ville. Dans la section Histoire, trouvez « Le siècle américain » d'Evans, le livre préféré de papa. La page 187 contient les prochaines instructions. Ne fais confiance à personne, sauf à Thomas Meignier du journal Le Monde. Il attend les preuves. Je suis désolé de vous mettre, toi et Bethany, dans cette situation. Protège-la. Je vous contacterai dès que je le pourrai. Je t'aime, Robert. J'ai plié la note et l'ai glissée dans ma poche avec la clé USB, mes mains tremblant légèrement alors que la réalité de notre situation commençait à s'imposer. Mon fils, toujours la personne la plus prudente et la plus éthique que je connaisse, avait apparemment trébuché sur quelque chose d'assez dangereux pour le faire fuir du pays et transformer sa mère et sa fille en fugitives. Qu'est-ce que papa a dit? A demandé Bethany, son jeune visage montrant une maturité au-delà de son âge. Que nous devons être très courageuses, ai-je répondu en redémarrant la voiture, et que nous avons une mission très importante. En sortant du parking par une autre rampe, j'ai aperçu le SUV noir qui tournait autour de l'entrée de l'hôtel, nous cherchant. Nous avions gagné un avantage temporaire, mais je savais que cela ne durerait pas. Pendant 40 ans, j'avais été Hélène Cartier, veuve, professeure d'histoire, grand-mère, une femme dont les plus grandes aventures avaient été vécues par procuration à travers les livres. Maintenant, en l'espace de 30 minutes, j'étais devenue tout autre chose. Une gardienne de secrets dangereux, une fugitive fuyant des menaces anonymes, la protectrice de ma petite fille et de la vérité explosive que mon fils avait tout risqué pour exposer. La soirée parisienne s'étendait devant nous, ces monuments familiers semblant soudainement étrangers et pleins de menaces potentielles. J'ai vérifié les rétroviseurs une dernière fois et j'ai mis le cap sur la Bibliothèque nationale, me demandant combien d'autres vies ordinaires avaient été bouleversées par un simple avertissement murmuré. Il est parti. Nous devons partir, maintenant. 6 mots simples qui avaient tout changé. La Bibliothèque nationale de France se dressait comme une forteresse du savoir contre le ciel qui s'assombrissait, sa façade massive en pierre illuminée par des lumières stratégiquement placées. Dans d'autres circonstances, j'aurais apprécié sa grandeur. Ce soir, elle ne représentait qu'un havre temporaire, un endroit pour trouver le prochain indice dans la piste que Robert nous avait laissée. Je me suis garé à 2 rues de là dans un parking public, payant à nouveau en espèces. Avant de quitter la voiture, j'ai fouillé dans le sac d'urgence que je gardais dans le coffre, une habitude prise pendant les hivers rigoureux de ma jeunesse, trouvant une casquette et une veste légère pour moi et un sweat à capuche pour Bethany. Nous allons jouer à un jeu, lui ai-je dit alors que nous marchions vers la bibliothèque, mes yeux balayant constamment les environs. Nous allons faire semblant d'être des personnes différentes pendant un petit moment, comme des acteurs dans une pièce de théâtre. Bethany a hoché la tête solennellement. À cause des méchants hommes? Oui, mon cœur, juste pour être en sécurité. Je peux être Elsa, a-t-elle déclaré, se référant à son personnage préféré des films qu'elle regardait sans cesse. Et tu peux être Anna, ai-je ajouté, reconnaissante de sa capacité à voir notre situation comme une aventure plutôt que comme un cauchemar. Les sœurs restent toujours ensemble, n'est-ce pas? Sa petite main a serré la mienne en signe d'accord alors que nous gravissions les marches de la bibliothèque. À l'intérieur, le hall principal caverneux bourdonnait de l'énergie tranquille des visiteurs du soir. Des étudiants penchés sur des ordinateurs portables, des hommes âgés lisant des journaux, de jeunes professionnels parcourant les nouveautés. Nous nous sommes fondus dans ce tableau de normalité. Juste une grand-mère et sa petite-fille visitant la bibliothèque un soir de semaine. La section d'histoire occupait la majeure partie du 3e étage. Des rangées d'étagères créant un labyrinthe de connaissances s'étendant sur des siècles et des continents. J'ai avancé avec détermination. Des années à enseigner l'histoire m'avaient donné un sens intuitif de l'endroit où chercher. Histoire américaine, milieu du XXe siècle. Ce serait là. Le siècle américain, d'Evans, ai-je murmuré, faisant glisser mes doigts.
le long des dos des livres jusqu'à ce que je le trouve. Un volume épais avec une jaquette délavée montrant l'image emblématique de Times Square le jour de la victoire sur le Japon. Mon défunt mari Jacques avait en effet adoré ce livre, gardant un exemplaire dans son bureau tout au long de notre mariage. La référence de Robert n'était pas aléatoire. Il utilisait des connaissances familiales comme sécurité, des informations qui n'apparaîtraient dans aucune base de données exploitant nos données personnelles. J'ai sorti le volume de l'étagère et je l'ai ouvert à la page 187, mon cœur battant la chamade. Là, nichée entre des pages détaillant le plan Marshall, se trouvait une petite enveloppe. Je l'ai glissée dans ma poche sans en examiner le contenu, j'ai remis le livre à sa place et j'ai guidé Bethany vers la section jeunesse. « On peut prendre des livres, mamie ?» a-t-elle demandé alors que nous passions devant des présentoirs colorés. « Pas aujourd'hui, mon cœur. Nous devons continuer à bouger. » J'ai adouci le refus en lui serrant doucement l'épaule. « Mais peut-être que tu pourrais en choisir un pour que je te le raconte de mémoire plus tard. » Pendant que Bethany délibérait entre les livres d'images exposés sur un présentoir tournant, j'ai trouvé un coin tranquille et j'ai rapidement examiné le contenu de l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une petite clé, à l'ancienne, probablement pour un coffre-fort, et une autre note de l'écriture de Robert. Première Banque Nationale, coffre 1547. Le code d'accès est la date de naissance de papa plus celle de Bethany. Allez-y demain matin à l'ouverture. À l'intérieur se trouve tout ce dont Magnier a besoin. Ce soir, logé dans un endroit inattendu. Ils vérifieront les hôtels à ton nom et avec tes cartes de crédit. Le mot de passe pour la clé USB, carotte et chou 2016. Sois prudent, maman. Ces gens ont des ressources et des relations partout. Fais confiance à ton instinct. J'ai mémorisé le contenu avant de déchirer la note en minuscules morceaux et de les jeter dans des poubelles séparées à travers la bibliothèque. La clé est allée dans la petite poche zippée de mon sac à main, à côté de la clé USB. En retournant à la section jeunesse, un mouvement près de l'ascenseur a attiré mon attention. Un homme en costume sombre parlait doucement dans son poignet, ses yeux balayant l'étage avec une précision méthodique. Mon pouce est accéléré. Il nous avait trouvés plus vite que je ne l'avais prévu. Bethany était toujours absorbée par les livres d'images, inconsciente du danger. Je me suis approché d'elle nonchalamment, me penchant comme pour voir sa sélection. Nous devons partir maintenant par les escaliers de service, ai-je chuchoté, en désignant la sortie de secours au fond de l'étage. Souviens-toi, nous jouons toujours à notre jeu. Marche normalement mais rapidement. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, mais elle a hoché la tête, serrant plus fort Monsieur Carotte alors que nous nous déplacions entre les étagères, utilisant l'agencement de la bibliothèque pour masquer notre chemin à l'homme près de l'ascenseur. La sortie de secours donnait sur une cage d'escalier qui descendait jusqu'au sous-sol. Nous nous sommes dépêchés de descendre. Le son de nos pas résonnait malgré mes tentatives de discrétion. En bas, un couloir de service menait à un quai de chargement où des employés de la bibliothèque déchargeaient des cartons d'une camionnette de livraison. J'ai guidé Bethany devant eux avec un signe de tête confiant comme si nous étions à notre place, émergeant sur une rue latérale, loin de l'entrée principale. La nuit était complètement tombée maintenant. La ville s'était transformée en un paysage d'ombre et de lumière artificielle. « Où allons-nous, mamie ?» a demandé Bethany alors que nous nous éloignions rapidement de la bibliothèque, ses petites jambes travaillant 2 fois plus vite pour suivre le rythme. C'était une bonne question, à laquelle je cherchais encore une réponse. Nous ne pouvions pas rentrer à la maison. Robert avait été clair à ce sujet. Les hôtels exigeaient une pièce d'identité et une carte de crédit. Les amis ou d'autres membres de la famille seraient des endroits évidents où ces gens avec des ressources chercheraient. Puis je me suis souvenu de Marie Vasquez, une ancienne élève devenue une amie au fil des ans. Elle gérait un petit immeuble d'appartements dans un quartier principalement hispanique de l'Est parisien, s'occupant des nouveaux immigrants et des parents en visite qui avaient parfois besoin d'un logement sans paperasse ni question. Nous allons rendre visite à une amie, ai-je dit à Bethany, en hélant un taxi au coin de la rue. Quelqu'un qui peut nous aider. Dans le taxi, j'ai donné au chauffeur une adresse à 3 rue de l'immeuble de Marie, ne voulant pas laisser de traces directes. Bethany s'est appuyée contre moi, la fatigue la rattrapant enfin après le stress et l'excitation de notre fuite. « Tu es si courageuse », ai-je chuchoté en lui caressant les cheveux. « Ton père serait fier. »« Est-ce que papa a des ennuis ?» a-t-elle demandé, sa voix étouffée contre mon côté. « Il essaie de réparer quelque chose qui ne va pas », ai-je répondu prudemment. « Parfois, faire ce qui est juste peut être dangereux, mais il est quand même important de le faire. » Elle a hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Comme dans Harry Potter quand ils doivent combattre Voldemort même si ça fait peur. Exactement comme ça. J'ai acquiescé, émerveillé par la façon dont les enfants pouvaient souvent distiller des situations morales complexes à leur essence. L'immeuble de Marie était un modeste bâtiment de 3 étages sans ascenseur dans une rue bordée de structures similaires. Leur façade était égayée par des jardinières et des touches culturelles qui transformaient une architecture institutionnelle en foyer. Le quartier bourdonnait de vie nocturne, des familles discutant sur les perrons,
de la musique s'échappant des fenêtres ouvertes, l'odeur de diverses cuisines se mélangeant dans l'air. Marie a ouvert sa porte avec surprise, une surprise qui s'est rapidement transformée en inquiétude en voyant notre apparence et l'urgence dans mes yeux. « Hélène, qu'est-ce qui t'amène ici si tard? Et avec la petite, en plus. »« Marie, j'ai besoin d'un service, » ai-je dit doucement. « Nous avons besoin d'un endroit où dormir cette nuit, un endroit où personne ne penserait à nous chercher. Et j'ai besoin d'emprunter ton ordinateur portable si possible. » À son crédit, Marie n'a posé aucune question au-delà du nécessaire. En 20 minutes, nous étions installés dans un petit studio propre au 3e étage, habituellement utilisé pour les parents en visite. Elle nous a apporté un ordinateur portable, quelques articles de toilette de base et un sac de nourriture de sa propre cuisine. « Quels que soient tes ennuis, Hélène, tu sais que tu peux me faire confiance, » a-t-elle dit à la porte. « Il vaut mieux que tu ne connaisses pas les détails, » ai-je répondu, touché par son aide sans hésitation. « Mais merci. Nous ne resterons pas longtemps. Juste cette nuit. » Après son départ, j'ai préparé un dîner simple avec la nourriture qu'elle nous avait fournie, regardant Bethany manger avec soulagement. Les enfants étaient remarquablement résilients, mais ils avaient toujours besoin des bases, nourriture, repos et un sentiment de sécurité, aussi provisoire soit-il. Une fois qu'elle a été couchée, Monsieur Carotte serré contre sa poitrine, je me suis assise à la petite table près de la fenêtre et j'ai inséré la clé USB dans l'ordinateur portable de Marie. Un seul fichier crypté est apparu, demandant un mot de passe. J'ai tapé « Carotte et chou 2016 » et j'ai retenu mon souffle. Le fichier s'est ouvert, révélant des centaines de documents, de registres financiers, de mails, de transcriptions de réunions et de photographies. Je n'étais pas une experte financière, mais même à mes yeux non avertis, les preuves étaient accablantes. Méridien Global Investissement avait apparemment facilité le blanchiment d'argent pour plusieurs cartels de la drogue et organisations terroristes, déguisant les transactions en investissements légitimes tout en prélevant des millions de frais. Pire encore, ils avaient financé des ventes d'armes à des zones de conflit sous embargo, utilisant des organisations d'aide humanitaire comme façade. Les noms de cadres de haut rang apparaissaient partout, y compris plusieurs qui occupaient des postes dans des organismes de réglementation et des agences gouvernementales. La corruption n'était pas seulement au sein de l'entreprise. Elle s'était métastasée dans les systèmes même conçus pour prévenir de telles activités. Pas étonnant que Robert ait fui. Pas étonnant qu'il n'ait pas pu risquer une communication directe. Les personnes impliquées dans ces documents avaient tout à perdre si cette information devenait publique. J'ai fermé les fichiers et retiré la clé USB, mes mains tremblant légèrement. Demain, nous devrions accéder au coffre-fort puis trouver ce Thomas Magnier au journal Le Monde. Mais pour ce soir, notre seule tâche était de nous reposer et de rester cachés. Du lit, la voix de Bethany a doucement flotté dans l'obscurité. « Mamie, est-ce que ça va aller ?» Je me suis déplacée pour m'asseoir à côté d'elle, écartant les cheveux de son front. « Oui, mon cœur. Tout ira très bien. Ton père nous a confié quelque chose de très important, et nous allons l'aider à arranger les choses. » Elle a hoché la tête d'un air endormi, déjà en train de s'assoupir. « Je savais que tu saurais quoi faire. Papa a dit que tu étais la personne la plus courageuse qu'il ait jamais connue. » Les mots m'ont prise par surprise, un contrepoint chaleureux à la peur et à l'incertitude qui avait dominé la soirée. Aux yeux de Robert, apparemment, je n'étais pas seulement une professeure d'histoire à la retraite qui faisait de bons biscuits et se souvenait des anniversaires. J'étais quelqu'un capable d'affronter le danger, de protéger ce qui comptait lorsque tout était en jeu. Alors que je retournais à ma veillée près de la fenêtre, observant la rue en contrebas pour tout signe d'activité inhabituelle, je me suis demandé s'il avait raison. Courageuse n'avait jamais été la façon dont je me serais décrite. Pratique peut-être, déterminée, résiliente, mais courageuse. La nuit s'étendait devant nous, remplie d'inconnus. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux dangers. Mais ce soir, dans ce petit appartement, loin de notre confortable existence de banlieue, j'ai fait une promesse silencieuse à mon fils absent et à l'enfant endormi qui me faisait une confiance si totale. Je deviendrais tout ce que cette situation exigeait, courageuse, rusée, pleine de ressources. Les gens qui nous chassaient avaient peut-être des ressources et des relations, mais j'avais quelque chose de plus puissant. Une vie entière à être sous-estimée en tant que femme âgée et l'amour féroce et sans compromis d'une grand-mère protégeant sa famille. Ils ne me verraient pas venir, et ce serait leur erreur. L'aube s'est levée sur Paris, peignant les toits de la ville dans des tons d'ambre et d'or qui démentaient le danger tapi dans ses rues. J'avais dormi par intermittence, me réveillant en sursaut à chaque sirène lointaine ou à chaque voix élevée venant de la rue en bas. Maintenant, en regardant Bethany dormir paisiblement avec Monsieur Carotte niché sous son menton, je me suis permis un moment de doute. Étais-je vraiment équipée pour cela? À 68 ans, mon expertise consistait à expliquer le traité de Versailles à des adolescents agités, pas à déjouer des assassins d'entreprise. Pourtant, me voilà, planifiant notre approche d'une banque comme s'il s'agissait d'une opération militaire, tout cela basé sur des instructions cryptiques de mon fils, qui était maintenant à mi-chemin de l'autre côté de la Manche.
Bethany s'est agitée, ses yeux s'ouvrant avec cette clarté particulière que les enfants possèdent parfois au réveil. Pas de transition progressive, juste une présence immédiate. Est-ce qu'on va voir papa aujourd'hui? A-t-elle demandé en se redressant et en se frottant les yeux. Pas aujourd'hui, mon cœur, ai-je répondu en l'aidant à sortir du lit. Aujourd'hui, nous allons suivre le prochain indice que ton père nous a laissé. Comme une chasse au trésor, s'est-elle illuminée à cette tournure. Avec la clé que tu as trouvée dans le livre. Exactement. Mais d'abord, le petit déjeuner. Marie avait glissé un sac devant notre porte contenant des vêtements propres pour nous deux. Des articles simples et pratiques qui nous aideraient à nous fondre dans la foule de la ville. Il y avait aussi une note m'informant qu'elle avait demandé une faveur à son cousin qui conduisait un taxi. Il nous emmènerait où nous le voulions, sans poser de questions. À 8h30, nous étions dans le taxi de son cousin Rémi, en direction du quartier financier du centre-ville. J'avais expliqué à Bethany l'importance de continuer notre jeu. Nous utiliserions des noms différents, éviterions d'attirer l'attention. Surtout, elle ne devrait jamais mentionner son père ni la véritable raison de notre présence à la banque. Si quelqu'un demande, nous allons juste chercher des bijoux spéciaux de mamie dans le coffre, lui ai-je dit alors que le taxi naviguait dans le trafic matinal. Tu peux t'en souvenir? Elle a hoché la tête solennellement. Je suis douée pour me souvenir des choses. Papa dit que j'ai une mémoire d'éléphant. La première banque nationale occupait un bâtiment en pierre de taille qui respirait la stabilité et la tradition, des attributs qui m'avaient autrefois semblé rassurants, mais qui ressemblaient maintenant à une façade dissimulant des vérités plus sombres. Combien d'autres transactions au sein de ces murs respectables servaient des objectifs comme ceux documentés dans les fichiers de Robert? Rémi a accepté de nous attendre, trouvant une place près d'un café de l'autre côté de la rue. J'ai pris la main de Bethany alors que nous montions les larges marches de pierre, ajustant consciemment ma posture pour projeter de la confiance plutôt que l'appréhension qui bouillonnait en moi. Le hall était animé par l'activité matinale, les guichetiers servant les premiers clients, des hommes d'affaires effectuant des dépôts, des gardes de sécurité surveillant nonchalamment l'espace. Je me suis approché du bureau d'information où une jeune femme nous a accueillis avec un sourire professionnel. « Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Je dois accéder à mon coffre-fort, s'il vous plaît, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Numéro 1547. Bien sûr. Puis-je voir votre pièce d'identité? J'ai présenté mon permis de conduire, poussant un soupir de soulagement intérieur lorsqu'elle y a simplement jeté un coup d'œil avant de taper quelque chose sur son ordinateur. Si les personnes qui nous poursuivaient avaient déjà signalé ma pièce d'identité, nous le saurions très bientôt. Merci, Madame Cartier. Et je vois que ce coffre a un code d'accès enregistré. Oui, ai-je confirmé, en combinant les deux dates comme Robert l'avait indiqué. EO 615924. La date de naissance de mon mari, le 15 juin, suivie de celle de Bethany, le 24 septembre. Une autre information familiale qui n'apparaîtrait dans aucune base de données financières. La femme a hoché la tête et nous a dirigés vers un coin salon pendant qu'un responsable de la banque était appelé pour nous escorter jusqu'à la salle des coffres. Bethany s'est assise tranquillement à côté de moi, balançant ses jambes et serrant Monsieur Carotte, l'image même de l'innocence. J'ai scruté attentivement le hall, notant chaque personne qui entrait, alerte au costume sombre ou au regard suspect. Un homme d'âge mûr en costume gris sur mesure s'est approché de nous après quelques minutes. « Madame Cartier, je suis monsieur Daniels. Si vous voulez bien me suivre, je vous emmènerai à votre coffre. » Nous l'avons suivi à travers une porte sécurisée et un couloir jusqu'à la zone de la salle des coffres. L'énorme porte en acier était ouverte pendant les heures de bureau, révélant des rangées de boîtes métalliques encastrées dans les murs. Un autre employé a vérifié mon identité et mon code d'accès avant que M. Daniels n'utilise sa clé en conjonction avec la mienne pour retirer le coffre 1547. « Vous pouvez utiliser cette salle privée, a-t-il dit, en plaçant le long conteneur métallique sur une table dans un petit espace attenant. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Appuyez simplement sur le bouton lorsque vous aurez terminé. » Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, j'ai immédiatement ouvert le coffre. À l'intérieur se trouvait une enveloppe Kraft scellée, un téléphone portable prépayé et une épaisse liasse de billets de banque maintenus par un élastique. J'ai rapidement compté l'argent. 10 000 € en diverses coupures avant de porter mon attention sur l'enveloppe. Le contenu était succinct mais significatif. Une lettre officielle de Robert à Thomas Meignet du journal Le Monde autorisant la publication de tous les documents, une clé USB étiquetée, sauvegarde documents originaux, et une note manuscrite qui m'était adressée. « Maman, si tu es arrivée jusqu'ici, c'est qu'ils sont définitivement à tes trousses. La clé USB de sauvegarde contient les mêmes fichiers plus des originaux que je ne pouvais pas risquer de laisser sur la première clé. Apporte tout à Meunier immédiatement. Il t'attend aujourd'hui. Le téléphone prépayé a un seul numéro programmé. Une ligne sécurisée qui me parviendra éventuellement. Ne l'utilise qu'en cas d'urgence absolue car il peut être tracé après activation. Après avoir tout livré à Meunier, prends Bethany et quitte Paris. Utilise l'argent liquide pour le transport et l'hébergement.
Évite les avions ou les trains où une pièce d'identité est requise. Il y a un chalet dans le Jura que papa et moi avions l'habitude de visiter. L'endroit pour la pêche sur le lac des Cèdres. Tu t'en souviens? La clé est toujours cachée sous la même pierre près de la porte arrière. Allez-y et attendez mon contact. Je suis tellement désolée de te faire subir tout ça. Je n'ai jamais eu l'intention de vous impliquer, ni l'une ni l'autre. Mais quand j'ai réalisé à quel point cette affaire était profonde et à quel point j'étais surveillée, je n'ai pas eu le choix. Dis à Bethany que je l'aime plus que tout. Robert. J'ai plié la note et l'ai placée dans ma poche, puis j'ai rassemblé tout le reste dans mon sac à main. Bethany m'observait avec des yeux curieux, mais ne posa aucune question, semblant comprendre instinctivement que c'était la partie sérieuse de notre jeu. « Tu as trouvé le trésor » a-t-elle chuchoté alors que je refermais le coffre vide. « Nous avons trouvé le prochain indice » ai-je répondu doucement. « Et maintenant, nous devons le livrer à une personne spéciale qui peut aider ton papa. » J'ai appuyé sur le bouton pour appeler M. Daniels, utilisant le bref temps d'attente pour me ressaisir. Nous étions à mi-chemin de la piste de Robert, avançant régulièrement vers la fin de partie qu'il avait prévue. Mais si mes années d'enseignement de l'histoire m'avaient appris quelque chose, c'est que le moment le plus dangereux ne vient souvent pas au début d'une révolution, mais lorsque son succès commence à sembler possible. Les bureaux du journal Le Monde n'étaient qu'à une quinzaine de pâtés de maison. Alors que nous quittions la banque et retournions au taxi de Rémi qui nous attendait, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que nous étions observés. Que quelque part dans la foule matinale, des yeux suivaient nos mouvements, calculaient notre destination, se préparant à nous intercepter avant que nous ne puissions livrer les preuves qui feraient exploser leur entreprise criminelle soigneusement construite. Où allons-nous maintenant, Madame Vasquez? A demandé Rémi, utilisant le nom de famille de Marie pour moi comme convenu. À l'immeuble du Monde, s'il vous plaît, ai-je répondu, installant Bethany à côté de moi sur la banquette arrière. Et si vous remarquez que quelqu'un nous suit, s'il vous plaît, prenez des mesures évasives. Les yeux de Rémi ont rencontré les miens dans le rétroviseur, un éclair de compréhension passant entre nous. Certainement, Sonora. Je connais cette ville mieux que les rats ne connaissent les égouts. Personne ne nous suivra longtemps. Alors que nous nous éloignions du trottoir, j'ai tenu fermement la main de Bethany, puisant de la force dans sa confiance en moi. L'heure suivante déterminerait si le pari dangereux de Robert réussirait ou si nous deviendrions toutes les trois les victimes d'une corruption d'entreprise trop puissante pour être défiée. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Rémi s'est avéré aussi bon que sa parole, exécutant une série de virages soudains, revenant sur ses pas dans des rues à sens unique, et s'engageant même brièvement dans le parking d'un hôtel pour en ressortir par une autre rampe. Pendant tout ce temps, Bethany est restée calme, traitant la conduite évasive comme une partie de notre aventure plutôt que comme une tentative désespérée de semer d'éventuels poursuivants. Je pense que nous sommes tranquilles, a finalement annoncé Rémi, ses yeux vérifiant constamment ses rétroviseurs alors que nous approchions de l'imposant bâtiment du Monde. Mais je ferai le tour du pâté de maison après vous avoir déposé, juste pour être certain. Merci, ai-je dit, le pensant plus profondément que les simples mots ne pouvaient l'exprimer. Nous ne devrions pas être longues, 1 heure tout au plus. Je vous attendrai, Señora. Marie ne me le pardonnerait jamais si j'abandonnais sa professeure préférée. L'architecture du bâtiment du Monde m'avait toujours impressionné lors de mes précédentes visites au centre-ville. Ses lignes modernes et sa façade de verre semblaient refléter la transparence qu'un journal se doit d'incarner. Aujourd'hui, il représentait quelque chose de plus immédiat, un salut potentiel. Tenant fermement la main de Bethany, je me suis approchée du bureau de sécurité dans le hall, consciente de la précieuse cargaison dans mon sac à main. J'ai rendez-vous avec Thomas Meunier, ai-je dit au garde, essayant de projeter une confiance désinvolte plutôt que l'énergie nerveuse qui me parcourait. Le garde a vérifié un écran d'ordinateur. Je ne vois rien de prévu. Mon cœur s'est serré. L'arrangement de Robert avait-il échoué d'une manière ou d'une autre? Avant que je puisse répondre, le téléphone du garde a sonné. Il a répondu, a écouté brièvement, puis m'a regardé avec un nouvel intérêt. « Êtes-vous Madame Cartier ?» J'ai hoché la tête, soudainement méfiante. « Monsieur Meunier dit de vous faire monter immédiatement. 18e étage, bureau 1123. » Le soulagement m'a envahi alors que le garde nous délivrait des badges de visiteurs temporaires et nous dirigeait vers la batterie d'ascenseur. À l'intérieur de l'ascenseur, Bethany m'a regardé avec des yeux curieux. « C'est la personne qui va aider papa ?»« Je l'espère, mon cœur, ai-je répondu, en redressant sa veste et en lissant ses cheveux. De petits gestes maternels qui me réconfortaient autant qu'elle. « Souviens-toi, nous devons faire attention à ce que nous disons. » Le 18e étage abritait le service de journalisme d'investigation, un labyrinthe de box et de bureaux aux parois de verre bourdonnant d'activité. Une jeune assistante nous a accueillis à l'ascenseur et nous a escortés directement à un bureau d'angle où un homme d'une quarantaine d'années attendait, les manches de sa chemise retroussées et la cravate desserrée, l'uniforme universel des journalistes en plein bouclage. « Madame Cartier, a-t-il dit en tendant la main. Thomas Meunier, je vous attendais, bien que je commençais à m'inquiéter.
Nous avons dû prendre certaines précautions, ai-je expliqué en lui serrant la main avant de présenter Bethany. L'expression de Meunier s'est adoucie en saluant ma petite fille, lui offrant une brique de jus de fruits d'un petit réfrigérateur dans son bureau avant de se tourner vers moi avec un sérieux renouvelé. Robert m'a contacté il y a 3 semaines, a-t-il expliqué une fois que nous étions assises et que Bethany était occupée avec un bloc-notes et des crayons de couleur que l'assistante lui avait fournis. Il a dit qu'il avait des preuves de crimes financiers massifs impliquant Méridien Global, mais qu'il avait besoin de temps pour tout rassembler et créer des sauvegardes sécurisées. Il s'est penché en avant. Puis il est soudainement devenu silencieux il y a 2 jours. Quand mes sources m'ont dit qu'il avait pris un avion pour Londres hier, j'ai supposé le pire, qu'il avait été compromis ou effrayé. Ni l'un ni l'autre, ai-je dit, en ouvrant mon sac à main pour en extraire l'enveloppe et les clés USB. Il a dû partir pour se protéger, mais il a pris des dispositions pour que tout vous parvienne par notre intermédiaire. Les yeux de Meunier se sont écarquillés alors que je posais les objets sur son bureau. C'est significatif et potentiellement très dangereux pour vous. Est-ce que Robert vous a expliqué exactement ce qu'il a découvert? Blanchiment d'argent pour des organisations criminelles, vente d'armes illégales, corruption s'étendant aux agences de régulation. J'ai gardé la voix basse malgré la porte fermée. J'en ai vu assez pour comprendre pourquoi des gens pourraient tuer pour que cela reste secret. Il a hoché la tête d'un air sombre. Méridien Global gère des milliards en investissements, y compris des fonds de pension pour plusieurs administrations publiques et de grands syndicats. S'ils ont utilisé cette activité légitime comme couverture pour des entreprises criminelles, il a laissé les implications en suspens. À quelle vitesse pouvez-vous publier? Ai-je demandé, jetant un coup d'œil à Bethany pour m'assurer qu'elle restait absorbée par son dessin. Je devrais vérifier les documents clés, tout faire valider par notre équipe juridique et obtenir l'approbation de la rédaction. Meunier examinait déjà les clés, son expression passant d'un intérêt professionnel à quelque chose approchant l'admiration en parcourant le contenu. C'est extraordinairement complet. Robert n'a pas laissé beaucoup de zones d'ombre. C'est comme ça qu'il a toujours été, ai-je dit. Une vague de fierté maternelle mêlée de peur pour mon fils méthodique et intègre. Minutieux à l'excès. Avec ce niveau de documentation, nous pourrions publier un premier article en ligne d'ici demain, édition papier le lendemain. Il a levé les yeux de son ordinateur. Mais vous et votre petite fille ne devriez être nulle part près de Paris lorsque cela se produira. Ces gens seront désespérés une fois qu'ils réaliseront ce qui les attend. Nous partons dès que nous aurons terminé ici, les jeux assurés. Robert a suggéré un endroit où nous pourrons nous faire discrètes jusqu'à ce que les choses se calment. Meunier a hoché la tête, puis a hésité. Madame Cartier, j'enquête sur la corruption d'entreprise depuis 15 ans. Ce que votre fils a découvert ici n'est pas seulement inhabituel. C'est sans précédent par son ampleur et le niveau de détail qu'il a réussi à documenter. Quand cette histoire sortira, elle déclenchera des enquêtes dans plusieurs pays, un chaos boursier, probablement des auditions parlementaires. Il s'est interrompu, semblant dépassé par les implications. Est-ce que ce sera suffisant? Ai-je demandé, la professeure en moi ayant besoin de savoir que ce risque pour mon fils, pour Bethany, pour notre sécurité et notre avenir, atteindrait son but. Seront-ils tenus responsables? Certains le seront. Les cadres les plus en vue, certainement. Certains des fonctionnaires impliqués. Son expression est devenue réaliste plutôt que rassurante. Mais des systèmes aussi corrompus ont des mécanismes d'autoconservation. Certaines personnes échapperont aux conséquences. C'est juste la réalité. J'ai absorbé cela avec un signe de tête, ayant enseigné assez d'histoires pour comprendre comment le pouvoir se protège. Tant que cela arrête le pire, les ventes d'armes, le blanchiment d'argent pour les terroristes, cela doit cesser. Ce sera le cas, a promis Meunier. Cette histoire rendra cela inévitable. On a frappé à la porte, nous interrompant. L'assistante de Meunier a passé la tête, son expression tendue. Il y a 2 hommes dans le hall qui demandent une autorisation de sécurité pour monter. Ils prétendent être des agents de la DGSI enquêtant sur des crimes financiers, mais quelque chose semble bizarre. La sécurité les fait patienter, mais ils insistent. La réaction de Meunier a été immédiate. Nous devons vous faire sortir maintenant. Y a-t-il autre chose que Robert voulait que je sache? J'ai secoué la tête, rassemblant mes affaires, pendant que Meunier copiait rapidement le contenu de la clé sur son serveur sécurisé. Il y a un monte-charge qui mène au quai de chargement, a-t-il expliqué en me rendant les clés originales. Mon assistante vous y conduira. Je m'occuperai de nos visiteurs et vous ferai gagner du temps. Il s'est brièvement accroupi au niveau de Bethany. C'était très agréable de te rencontrer, jeune fille. Toi et ta grand-mère faites quelque chose de très courageux et d'important aujourd'hui. Bethany a souri timidement. Mon papa dit que parfois il faut être courageux même quand on a peur. Ton papa est un homme sage, a répondu Meunier, un éclair d'émotion traversant son visage avant de se tourner vers moi. Partez maintenant. Je vous contacterai via le canal sécurisé que Robert a établi une fois l'article publié. L'assistante nous a conduites à travers un dédale de couloirs jusqu'à un monte-charge niché au fond de l'étage. Alors que les portes se fermaient,
J'ai aperçu 2 hommes en costume sombre sortant de l'ascenseur principal, leurs expressions sombres et déterminées. Nous nous étions échappés de justesse. Le quai de chargement bourdonnait d'activité. Des camions de livraison arrivant avec des fournitures de papier, des livraisons pour la cafétéria, le personnel de la salle du courrier triant les paquets. Nous nous sommes glissés à travers le chaos organisé sans être remarqués, émergeant sur une rue latérale, loin de l'entrée principale. Le taxi de Rémi attendait exactement là où il l'avait promis, 2 rues au sud. Alors que nous nous précipitions vers lui, j'ai combattu l'envie de regarder par-dessus mon épaule, sachant qu'une attitude nerveuse ne ferait qu'attirer une attention que nous ne pouvions pas nous permettre. « Vous avez terminé votre chasse au trésor, petite » a demandé Rémi alors que nous nous installions sur la banquette arrière. « Pas encore » a répondu sérieusement Bethany. « Nous avons encore un endroit où aller. »« Alors allons-y » a-t-il dit, s'insérant en douceur dans la circulation. « Où ça, Sonora ?» Je n'ai hésité qu'un instant. Nous devons quitter la ville. Dirigez-vous vers le nord, vers la Belgique. Je vous guiderai au fur et à mesure. Alors que les toits de Paris s'estompaient dans le rétroviseur, j'ai serré Bethany contre moi, me permettant un moment d'optimisme prudent. Nous avions accompli la mission de Robert. Les preuves étaient entre de bonnes mains, bientôt une connaissance publique qui ne pourrait être ni enterrée ni niée. Maintenant, nous devions simplement disparaître jusqu'à ce que la tempête passe. « Mamie » a murmuré Bethany contre mon côté. « Est-ce qu'on est en train de gagner notre jeu ?» J'ai caressé ses cheveux, mesurant soigneusement ma réponse. Nous nous en sortons très bien, mon cœur. Très bien même. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que dans des jeux comme celui-ci, des jeux où des gens puissants risquaient de tout perdre, le moment le plus dangereux vient souvent juste avant la victoire. Nous avions porté un coup à nos adversaires, mais ils étaient loin d'être vaincus. Et comme des prédateurs blessés, ils seraient maintenant au plus haut point de leur dangerosité. La campagne d'Île-de-France s'est déroulée sous nos fenêtres alors que le taxi de Rémi laissait derrière lui l'étalement urbain. Des paysages familiers se sont transformés en territoires étrangers à travers le prisme de notre nouvelle réalité. Chaque voiture de gendarmerie une menace potentielle, chaque SUV noir un poursuivant possible. J'ai demandé à Rémi d'éviter les autoroutes principales, choisissant plutôt le réseau de routes nationales et départementales qui rendrait notre voyage plus long mais moins prévisible. Nous devrions nous arrêter bientôt, lui ai-je dit après presque 2 heures de route. Vous en avez fait plus qu'assez, et je ne veux pas vous éloigner trop de votre travail habituel. Rémi a secoué fermement la tête. Marie m'a dit de vous aider, quoi qu'il en coûte. De plus, mon neveu couvre mes gardes aujourd'hui. Où allons-nous exactement? J'ai hésité, oscillant entre la confiance et la prudence. Un chalet dans le nord du Jura, près du lac des Cèdres. Le Jura, c'est loin, Sonora. Au moins 6 heures de plus, surtout sur ces petites routes. Je sais. Nous trouverons un autre moyen à partir d'ici. J'ai jeté un coup d'œil à Bethany, qui s'était endormie contre moi, émotionnellement épuisée par les aventures de notre matinée. Peut-être un bus, ou... J'ai une meilleure idée, a interrompu Rémi, rencontrant mes yeux dans le rétroviseur. Mon beau-frère dirige une petite entreprise de transport. Ils ont une livraison qui va à Besançon aujourd'hui. Le chauffeur est mon cousin, Édouard. Il pourrait vous emmener la majeure partie du chemin. L'offre était tentante. Les camionneurs traversaient les régions avec un minimum de contrôle, et le caractère aléatoire de la correspondance avec un véhicule effectuant déjà le trajet serait presque impossible à anticiper pour des poursuivants. Pourtant, j'ai hésité, réticente à impliquer plus de personnes dans notre situation dangereuse. Rémi a semblé lire dans mes pensées. Edward Any pose pot of questions. Il a fait de nombreuses livraisons spéciales de ce genre pour la famille et les amis ayant besoin de voyager discrètement. Je n'ai pas insisté pour avoir des détails. La communauté immigrée avait ses propres raisons de devoir parfois déplacer des personnes discrètement. Des raisons que j'avais appris à comprendre et à respecter au cours de mes années de travail avec Marie et sa famille élargie. Si vous êtes sûr que cela ne le dérangerait pas, ai-je finalement dit. Rémi a passé un appel en espagnol rapide, trop rapide pour que mon vocabulaire limité puisse suivre. Après une brève conversation, il a hoché la tête avec satisfaction. C'est arrangé. Édouard nous retrouvera à un relais routier près de Reims dans 1 heure. Il livre des meubles à des magasins dans le nord de la Franche-Comté. Vous et la petite pouvez monter dans la cabine avec lui. Très confortable, très sûr. J'ai serré son épaule en signe de gratitude. Je ne sais pas comment vous remercier correctement, vous et Marie. Vous avez aidé la fille de Marie à obtenir une bourse d'études il y a des années, a-t-il simplement répondu. Dans notre famille, nous n'oublions pas de telles bontés. Le relais routier bourdonnait des rythmes du commerce autoroutier. Des poids lourds faisant le plein, des chauffeurs prenant des repas et du café, des voyageurs se dégourdissant les jambes. J'ai utilisé une partie de l'argent de Robert pour acheter des provisions, des sandwichs, des boissons, des collations pour le voyage à venir, ainsi qu'un petit sac à dos, des articles de toilette de base et un livre de coloriage avec des crayons pour Bethany.
Le camion d'Édouard était exactement comme promis, un grand véhicule commercial transportant des meubles à des détaillants à travers la Franche-Comté. Le chauffeur lui-même était un homme à la carrure imposante, avec une barbe poivre et sel et des yeux doux qui se plissaient lorsqu'il souriait à Bethany. « Rémi dit que vous devez atteindre le lac des Cèdres », a-t-il dit après de brèves présentations. « Je livre à Besançon, à environ 45 minutes au sud de là. »« Assez proche. »« Oui. »« Parfait, ai-je convenu, soulagé au-delà de toute mesure. »« Et vous êtes sûr que nous ne dérangeons pas ?» Édouard a balayé mon inquiétude d'un geste de la main. L'entreprise paie le carburant quoi qu'il arrive. Avoir des passagers rend le voyage moins solitaire. Il a souri à Bethany. Surtout des passagers qui pourraient aimer entendre des histoires de camionneurs. Après des remerciements émus et la promesse de faire savoir à Marie quand nous serions en sécurité, nous nous sommes séparés de Rémi. Édouard nous a aidés à monter dans la cabine étonnamment spacieuse de son camion, montrant à Bethany la couchette surélevée derrière les sièges qui l'a ravie par son efficacité compacte. Comme une petite maison sur roues, s'est-elle exclamée en rebondissant légèrement sur la couchette étroite. Alors que le camion massif grondait sur l'autoroute, j'ai senti une partie de la tension se relâcher de mes épaules. Nous nous éloignions du danger à chaque kilomètre, cachés dans le flux anonyme du trafic commercial qui sillonnait le pays. Pour la première fois depuis l'avertissement chuchoté de Bethany à l'aéroport, je me suis permis de prendre une profonde inspiration. Édouard s'est avéré un compagnon prévenant, divertissant Bethany avec des récits soigneusement édités de ses 20 années sur la route tout en me laissant de l'espace pour analyser notre situation. Quand il a remarqué ma fatigue, il a insisté pour que je me repose dans la couchette pendant que lui et Bethany continuaient leur conversation sur les sièges avant. Je dois être tombé dans un sommeil plus profond que prévu, car lorsque je me suis réveillé, la qualité de la lumière avait radicalement changé. Le soleil doré de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, et le paysage extérieur s'était transformé des plaines agricoles de la Champagne aux forêts plus denses de la Bourgogne. Presque à Besançon, m'a informé Édouard alors que je les rejoignais. Encore une heure peut-être. Bethany coloriait avec contentement sa peur précédente apparemment oubliée dans l'aventure de voyager dans un gros camion. J'ai vérifié le téléphone prépayé du coffre-fort. Toujours pas de message, ce qui était à la fois rassurant et inquiétant. Robert avait-il atteint Londres en toute sécurité? Était-il toujours en danger? Puis-je vous demander une faveur? Ai-je dit à Édouard. Pourriez-vous peut-être trouver une station d'information à la radio? J'ai besoin de vérifier s'il y a des informations pertinentes. Il a hoché la tête en connaissance de cause, réglant la radio sur une chaîne d'information où un présentateur était en pleine phrase. L'action plongeant au milieu de rumeurs d'un rapport d'enquête majeur qui devrait être publié demain. Méridien Global Investissement a publié une déclaration niant toute irrégularité et qualifiant les rumeurs d'attaques sans fondement conçues pour manipuler les marchés. La cotation a été temporairement suspendue après que les actions ont chuté de 20% dans l'après-midi. Les analystes financiers spéculent sur. Édouard a changé de station à ma demande, mais le mal était fait. La nouvelle commençait déjà à fuiter. Le Monde devait avoir commencé à contacter Méridien Global pour obtenir leurs commentaires, une pratique journalistique standard consistant à permettre au sujet de répondre avant la publication. Cela signifiait aussi que nos poursuivants savaient maintenant exactement ce qui allait arriver. Mauvaise nouvelle? A demandé Édouard à voix basse, ses yeux se dirigeant de manière significative vers Bethany pour indiquer qu'il ne parlerait pas clairement devant elle. Des nouvelles compliquées? Ai-je répondu. Mais cela confirme que nous devons atteindre notre destination le plus rapidement possible. Il a hoché la tête, appuyant légèrement sur l'accélérateur. Je connais quelques raccourcis. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres quand Édouard a finalement garé son camion dans un petit relais routier à environ 50 km au nord de Besançon. C'est aussi loin que mon itinéraire me le permet, a-t-il expliqué en s'excusant. Mais la propriétaire ici, Maggie, elle peut t'aider. Son fils conduit un camion grumier près du lac des Cèdres. D'autres relations, d'autres bontés d'étrangers. C'était comme si la piste de Robert avait été complétée par un réseau de soutien inattendu, se matérialisant lorsque nous en avions le plus besoin. Maggie s'est avérée être une femme d'une 60aine d'années, pragmatique, qui a posé peu de questions après la brève explication privée d'Édouard. En une heure, son fils Didier était arrivé dans son pick-up, prêt à nous conduire pour la dernière étape jusqu'au lac des Cèdres. Alors que nous remercions Édouard et nous préparions à passer dans le véhicule de Didier, Bethany a soudainement enlacé la jambe massive du camionneur. « Merci pour les histoires », a-t-elle dit solennellement, et pour nous avoir aidés dans notre jeu. Édouard s'est agenouillé à son niveau, son visage buriné doux. « De rien, petite. Sois sage pour ta mamie. Oui, elle est très courageuse. » Les mots simples m'ont serré la poitrine, non pas parce qu'ils étaient particulièrement profonds, mais parce qu'ils reflétaient à quel point notre réalité avait changé. Il y a 2 jours, j'étais une professeure à la retraite attendant avec impatience une semaine tranquille avec ma petite fille pendant que mon fils voyageait pour affaires. Maintenant, des étrangers me qualifiaient de courageuse alors qu'ils nous aidaient à fuir des hommes dangereux.
Alors que le pick-up de Didier grondait vers le nord en direction du lac des Cèdres et du sanctuaire promis par Robert, je me suis demandé si j'étais, en fait, courageuse, ou simplement une grand-mère n'ayant d'autre choix que de continuer à avancer, un pas à la fois, vers ce qui nous attendait au bout de cette route de plus en plus dangereuse. Le lac des Cèdres s'est matérialisé dans le crépuscule naissant comme un souvenir prenant forme physique, une étendue d'eau lisse reflétant le bleu de plus en plus profond du ciel du soir, entourée de denses forêts de pins qui avaient été le sanctuaire de mon mari Jacques pendant des décennies avant sa mort. Le petit chalet en rondin qui avait servi de camp de base à d'innombrables expéditions de pêche père-fils se dressait sur une légère éminence surplombant l'eau, ses fenêtres sombres et volets clos. Didier a arrêté son camion au bout du chemin de terre défoncé, à environ 50 mètres du chalet. « C'est aussi près que je peux aller », a-t-il expliqué. La route est emportée par les eaux chaque printemps, et personne ne s'est donné la peine de l'améliorer. C'est parfait, l'ai-je assuré, rassemblant nos maigres provisions. Vous avez été incroyablement gentil. Il a haussé les épaules devant mes remerciements avec la modestie désinvolte que je commençais à associer à ce réseau clandestin improvisé qui nous avait transportés de Paris au nord du Jura. Maman n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement. Vous avez besoin de quelque chose pendant votre séjour ici? Il y a une radio dans le chalet. Le canal 3 atteint notre maison si la réception est bonne. Il a hésité, puis a ajouté, quels que soient vos ennuis, madame, j'espère qu'ils passeront vite. J'ai hoché la tête en signe de reconnaissance, aidant une Béthanie endormie à descendre du camion. Nous avons regardé les feux arrière de Didier disparaître sur la route étroite avant de nous tourner vers le chalet qui serait notre refuge pour combien de temps, des jours, des semaines? Les instructions de Robert n'avaient pas précisé, et j'ai réalisé avec un léger frisson que nous étions maintenant vraiment seuls, coupés à la fois de nos poursuivants et de nos alliés. C'est ici que papa et papy venaient pêcher? A demandé Béthanie, soudainement plus alerte en observant les environs. Oui, mon cœur. Ils venaient ici chaque été quand ton père avait à peu près ton âge. Et toi, tu venais aussi? J'ai secoué la tête, un sourire doux amer se formant. Non, c'était leur endroit spécial, juste pour eux. Je ne suis venu qu'une seule fois pour aider ton grand-père à le fermer pour l'hiver, l'année avant sa mort. C'était il y a près de 15 ans. Pourtant, je me souvenais exactement où Jacques avait caché la clé de rechange, sous une pierre distinctive striée de rouge à côté des marches du porche arrière. Remarquablement, elle était toujours là, exactement comme Robert l'avait promis dans sa note. L'intérieur du chalet était simple mais bien entretenu, une pièce principale avec une cheminée en pierre, un petit coin cuisine, 2 chambres et une salle de bain basique avec une douche qui puisait l'eau du lac. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière, mais sinon, il semblait que quelqu'un, probablement Robert, s'était assuré que l'endroit restait en bon état au fil des ans. Ça sent aussi les sapins à l'intérieur, a observé Béthanie alors que j'allumais les lampes à gaz, leur lueur chaude créant des ombres dansantes sur les murs en rondin. Ton grand-père adorait l'odeur des pins, lui ai-je dit, reconnaissante de la distraction des tâches pratiques. Vérifier la bouteille de gaz, démarrer le générateur pour l'électricité, trouver du linge pour les lits. Il disait que ça lui éclaircissait l'esprit mieux que n'importe quel médicament. En travaillant ensemble, nous avons rapidement rendu le chalet raisonnablement confortable. J'ai localisé la radio promise et l'ai testée brièvement, ne recevant que des grésillements, mais confirmant qu'elle était alimentée. Les placards de la cuisine contenaient des produits de base, conserves, pâtes, riz, complétés par les provisions que nous avions achetées au relais routier. Nous devrions éventuellement sortir pour de la nourriture fraîche, mais pas immédiatement. Une fois Béthanie nourrie, baignée et couchée dans l'un des lits étroits de la plus petite chambre, je me suis permis de considérer vraiment notre situation pour la première fois. Le téléphone prépayé du coffre-fort restait silencieux. Aucun contact d'urgence de Robert. Le chalet n'avait ni télévision ni connexion Internet, nous laissant complètement isolés des nouvelles concernant l'enquête du monde ou ses retombées. Je me suis retrouvé debout à la fenêtre surplombant le lac, regardant le clair de lune onduler sur sa surface, essayant de calmer les questions qui tournaient dans mon esprit. Thomas Meunier avait-il réussi à publier l'article? Méridien Global avait-il découvert qui avait livré leurs secrets à la presse? Robert était-il en sécurité à Londres? Ou leur portée s'étendait-elle au-delà des océans? Mon reflet dans la vitre m'a surprise. Une femme à l'air fatigué, aux cheveux d'argent et aux yeux inquiets. Si différente de la professeure confiante qui avait accompagné son fils et sa petite-fille à l'aéroport à peine 36 heures plus tôt. Cette femme-là avait vécu dans un monde de plans de cours et de clubs de lecture, de listes de courses et de cartes d'anniversaire. Cette femme-ci existait dans un royaume d'ombre, de messages codés et de maisons sûres, poursuivis par des menaces sans nom. Un bruit doux derrière moi a brisé ma rêverie. Béthanie entrait dans la pièce principale dans son pyjama emprunté, Monsieur Carotte serré contre sa poitrine. « Je n'arrive pas à dormir », a-t-elle dit simplement. « Le lit est bizarre. » J'ai ouvert les bras et elle est venue à moi sans hésiter, son petit corps chaud contre le mien alors que je la soulevais sur mes genoux dans le vieux fauteuil à bascule près de la cheminée. « C'est un nouvel endroit, ai-je reconnu.
Il faut du temps pour s'habituer aux nouveaux endroits. Quand est-ce que papa revient? La question ne contenait ni plainte ni lamentation, juste le désir simple d'un enfant de comprendre. J'ai choisi mes mots avec soin. Dès qu'il aura terminé son travail important. Il compte sur nous pour être courageuse et patiente pendant son absence. Est-ce qu'il se bat contre des méchants? Comme dans mes livres, la question simple a capturé l'essence de notre situation avec une clarté inattendue. D'une certaine manière, oui. Ton père a découvert que certaines personnes dans son entreprise faisaient des choses très mal qui blessaient les autres. Il s'assure qu'il ne puisse plus continuer à faire ces choses. Bethany a hoché la tête, apparemment satisfaite de cette explication. C'est pour ça que les hommes à l'aéroport voulaient nous arrêter, parce que nous avions les preuves secrètes de papa. Je n'aurais pas dû être surprise par sa compréhension. Les enfants absorbent bien plus que les adultes ne le croient souvent. Mais son résumé factuel m'a quand même prise au dépourvu. Oui, ai-je admis. Mais nous avons fait exactement ce que ton père nous a demandé. Nous avons transmis les preuves à la bonne personne et maintenant tout le monde saura la vérité. Et après on pourra rentrer à la maison? La question innocent mais transperce le cœur. Je n'avais aucune idée si nous retournerions un jour à nos vies antérieures. Si la révélation des crimes de Méridien Global garantirait notre sécurité ou nous marquerait de façon permanente comme des cibles. La vérité était que je ne savais pas à quoi ressemblerait notre maison après ça. Nous serons de nouveau avec ton père, ai-je promis à la place. C'est ce qui compte le plus. Elle a accepté cela, ses paupières s'alourdissant alors que je me balançais doucement d'avant en arrière. En quelques minutes, elle s'était rendormie, sa respiration profonde et régulière, son visage paisible à la lueur de la lampe. J'ai continué à me balancer, réticente à perturber son repos en la ramenant au lit. Dehors, un hibou a crié de l'autre côté du lac, un son envoûtant qui semblait faire écho à l'incertitude de notre avenir. Pourtant, à cet instant, avec le poids confiant de Bethany contre moi, j'ai ressenti une clarté de but inattendue. Quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les défis ou les dangers que nous devions encore affronter, je protégerai cet enfant. Pas seulement parce qu'elle était ma petite fille ou parce que Robert me l'avait confiée, mais parce que dans un monde où des gens puissants pouvaient autoriser nonchalamment des ventes d'armes qui tueraient des milliers de personnes ou blanchir de l'argent pour des terroristes, protéger les innocents et la vérité devenait un acte de défi. J'avais passé des décennies à enseigner aux étudiants les moments historiques où des gens ordinaires avaient été confrontés à des choix extraordinaires. Maintenant, dans le calme d'un chalet isolé avec un enfant endormi dans mes bras, je réalisais que j'étais devenue l'une de ces personnes, poussée par les circonstances dans un moment qui définirait non seulement ma vie, mais potentiellement beaucoup d'autres. La pensée était terrifiante et, d'une manière étrange, stimulante. Le matin est arrivé avec une beauté saisissante. La lumière du soleil filtrant à travers les branches de pin, projetant des motifs tachetés sur le sol du chalet, tandis que le chant des oiseaux remplissait l'air extérieur. Pendant un moment désorientant, j'aurais presque pu croire que nous étions simplement en vacances, que Robert sortirait de la deuxième chambre en bâillant et en demandant ce qu'il y avait pour le petit déjeuner, que notre plus grande préoccupation serait de savoir si les poissons mordaient aujourd'hui. La réalité s'est réaffirmée lorsque j'ai vérifié le téléphone prépayé. Toujours pas de message, et j'ai automatiquement balayé la lisière des arbres pour tout signe de mouvement inattendu. De vieilles habitudes de seulement 2 jours de vie de fugitive, déjà ancrées comme si j'avais vécu ainsi pendant des années. Bethany, cependant, a embrassé notre nouvel environnement avec l'adaptabilité de l'enfance. Après un petit déjeuner de flocons d'avoine et de pêche en conserve, elle a exploré le chalet avec délice, découvrant du matériel de pêche dans un placard, des jeux de société avec des pièces manquantes sous un lit, et une collection de guides de la faune locale qui a captivé son intérêt immédiat. « Mamie, on peut aller chercher des oiseaux ?» a-t-elle demandé, me montrant des illustrations détaillées de mésanges et de citelles. Le livre dit qu'il y en a beaucoup ici. J'ai hésité, tiraillé entre la prudence et la nécessité de maintenir une certaine semblance de normalité pour son bien. Le chalet était isolé, le voisin le plus proche à au moins 1,5 km, selon mes souvenirs des descriptions de Jacques. Une courte promenade le long du lac serait sûrement assez sûre. Nous resterons près du chalet, ai-je décidé en l'aidant à enfiler sa veste. Et si je dis que nous devons rentrer, nous rentrons immédiatement. Pas de questions. Elle a hoché la tête solennellement, acceptant ces termes avec le sérieux de notre jeu en cours. Ensemble, nous nous sommes aventurés à l'extérieur, en restant à la lisière des arbres où nous pourrions rapidement nous mettre à l'abri si nécessaire. L'air printanier portait un froid persistant, mais le soleil réchauffait nos visages alors que nous marchions lentement le long du rivage. Bethany serrait son guide des oiseaux et pointait avec enthousiasme chaque battement d'aile. Je me suis retrouvée à la fois hyper vigilante et étrangement en paix, scrutant constamment les menaces tout en absorbant la joie simple de regarder ma petite fille découvrir quelque chose de nouveau. Était-ce ainsi que les mères dans les zones de guerre se sentaient pendant de brefs moments de normalité? Ce mélange dissonant de danger et de tranquillité domestique.
Nous avions identifié cette espèce d'oiseau différente et collecté un assortiment de roches intéressantes lorsque le son lointain d'un moteur de véhicule a fait geler le sang dans mes veines. J'ai attrapé la main de Bethany, la tirant vers les arbres. À l'intérieur, maintenant, ai-je chuchoté, tous mes sens soudainement exacerbés. Nous nous sommes dépêchés de retourner au chalet, entrant par la porte arrière et la verrouillant derrière nous. J'ai placé Bethany dans la plus petite chambre, loin des fenêtres. Reste ici jusqu'à ce que je vienne te chercher, ai-je ordonné, en gardant ma voix calme malgré les battements de mon cœur. Souviens-toi comment nous nous sommes entraînés à être très silencieuses. Elle a hoché la tête, serrant Monsieur Carotte fermement, ses yeux grands ouverts mais confiants. Je me suis déplacée silencieusement vers la fenêtre avant, me positionnant pour voir sans être vue. Un pick-up, un modèle plus ancien, rouillé autour des passages de roues, s'était arrêté au bout du chemin de terre. Une seule silhouette en est sortie. Un homme plus âgé en chemise de flanelle et bottes de travail, portant ce qui semblait être un sac d'épicerie en papier. Le soulagement m'a envahi en reconnaissant la description que Didier avait faite de son père, le gardien de la propriété qui vérifiait le chalet périodiquement. Pourtant, je suis restée prudente, observant alors qu'il s'approchait et frappait fermement à la porte d'entrée. « Madame Cartier » a-t-il appelé. « C'est Jean Loiseau. Didier m'a envoyé avec quelques provisions. » J'ai récupéré Bethany avant de répondre, ne voulant pas la laisser hors de ma vue même pour un instant. Ensemble, nous avons ouvert la porte pour trouver un homme buriné d'environ 70 ans, avec des yeux bienveillants et un visage ridé par des décennies de travail en plein air. « Je ne voulais pas vous effrayer » a-t-il dit en tendant le sac d'épicerie. « Didier a mentionné que vous pourriez avoir besoin de quelques produits frais. » Le offs, pain. Ma femme a aussi envoyé une tourte. C'est incroyablement attentionné, ai-je dit, acceptant le sac avec gratitude. S'il vous plaît, remerciez-la pour nous. Jean a hoché la tête, ses yeux inspectant le chalet avec une évaluation professionnelle. L'endroit tient le coup? Je ne suis pas beaucoup monté le vérifier cet hiver. C'est parfait, les jeux assurés. Votre entretien l'a maintenu en merveilleux état. Il a semblé satisfait de cela, puis a hésité avant d'ajouter « Je ne veux pas être indiscret, madame, mais Didier a mentionné que vous pourriez avoir des ennuis. Y a-t-il quelque chose que nous devrions surveiller? Des étrangers qui posent des questions, ce genre de choses. » La question directe m'a prise au dépourvu, mais sa manière franche suggérait une préoccupation sincère plutôt qu'une curiosité indiscrète. C'est compliqué, ai-je admis. Mais oui, il se pourrait que des gens nous cherchent. Si quelqu'un demande, personne ne vous a vu, a-t-il terminé avec un signe de tête entendu. C'est ce que je pensais. Les gens d'ici s'occupent de leurs affaires, mais on veille les uns sur les autres aussi. Il a jeté un coup d'œil à Bethany, qui était à moitié cachée derrière mes jambes. Restez tranquille. Je passerai tous les 2 jours avec des provisions. Vous avez besoin de quelque chose de spécifique? Laissez juste une note sous ce pot de fleurs sur le porche. Après son départ, je me suis sentie inopinément émue par cette chaîne continue de bonté de la part d'étrangers. Chaque personne faisant sa petite part sans exiger d'explication ni porter de jugement. Cela contrastait fortement avec les criminels d'entreprise que Robert avait dénoncés, dont les ressources massives et les relations étaient utilisées pour protéger leur capacité à tirer profit de la souffrance. La journée s'est écoulée lentement, marquée par des activités simples pour occuper Bethany. Jeux de société, lecture de la petite collection de livres de poche du chalet, identification d'autres oiseaux à travers les fenêtres. J'ai rationné notre utilisation du générateur pour préserver le carburant, comptant plutôt sur la lumière naturelle et les lampes à gaz à l'approche du soir. Après le dîner, j'ai réessayé la radio. Cette fois, réussissant à me connecter à la fréquence que Didier avait mentionnée. Sa voix crépitait à travers les parasites, confirmant que son père avait pris contact et demandant si nous avions besoin d'autre chose. J'ai demandé des journaux, toutes les publications nationales qu'il pourrait trouver, et il a promis de les envoyer avec la prochaine livraison de provisions. La nuit est tombée, apportant avec elle un silence profond, différent de tout ce que nous connaissions dans notre vie de banlieue. J'ai mis Bethany au lit avec une autre histoire sur les aventures de pêche de son père dans son enfance à ce même lac, puis je me suis installée dans le fauteuil à bascule avec une lampe à pétrole, un des vieux romans policiers de Jacques ouvert sur mes genoux, bien que mes yeux se concentraient rarement sur les mots. Vers minuit, le téléphone prépayé a enfin sonné. Un unique message texte d'un numéro non répertorié. Article publié. Action Méridien Global suspendue. Le siège perquisitionné par la DGSI. Ne bougez pas. Contact arrive dans 3 jours. Tout le monde en sécurité pour l'instant. Le message laconique ne me disait rien sur la sécurité personnelle de Robert, mais confirmait que notre mission avait réussi. Thomas Meunier avait publié l'enquête, et les rouages de la justice, aussi imparfaits soient-ils, avaient commencé à tourner. Je me suis permis un moment de satisfaction avant que les implications de « contact arrive dans 3 jours » ne s'imposent à moi. Quelqu'un arriverait au chalet, quelqu'un en qui Robert avait assez confiance pour nous l'envoyer. 3 jours de plus à attendre,
à sursauter à chaque bruit, à maintenir un visage courageux pour Bethany, tandis que ma propre anxiété bouillonnait sous la surface. 3 jours de plus avant que nous sachions ce qui allait suivre dans ce chapitre inattendu de nos vies. J'ai vérifié toutes les portes et fenêtres une dernière fois avant de tenter de dormir. Le fusil de chasse que j'avais trouvé dans le placard du chalet était maintenant appuyé à côté de mon lit. Jacques m'avait appris à tirer il y a des décennies, une compétence que je n'avais jamais imaginé avoir besoin d'utiliser jusqu'à présent. Alors que je glissais vers un sommeil agité, je me suis surprise à cataloguer les changements en moi depuis ce moment à l'aéroport. L'Hélène Cartier qui était arrivée à ce chalet n'était pas la même femme qui avait entendu l'avertissement chuchoté de sa petite fille. Cette femme-là avait vécu une vie définie par des routines prévisibles et des attentes raisonnables. Cette femme-ci, celle qui était allongée, éveillée, un fusil à portée de main, avait découvert des capacités qu'elle ne se connaissait pas. La prise de décision sous pression, la pensée stratégique, la capacité à naviguer dans le danger tout en protégeant ce qui comptait le plus. Que ces changements soient des améliorations ou simplement des adaptations nécessaires à des circonstances extraordinaires restait à voir. Mais alors que je succombais enfin à l'épuisement, une certitude demeurait. Je ne me contentais plus de réagir à des événements hors de mon contrôle. Je devenais une participante active à l'histoire qui se déroulait encore. Pour le meilleur ou pour le pire, les journaux sont arrivés le lendemain, livrés par Jean avec d'autres provisions et une radio à pile. Les titres confirmaient ce que le message texte avait suggéré. Méridien Global impliqué dans des crimes financiers massifs, dominait les unes, accompagné de photos d'agents de la DGSI transportant des cartons depuis le siège de l'entreprise à Paris. Le nom de Thomas Meunier apparaissait en bonne place, son enquête soigneusement élaborée exposant les preuves que Robert avait rassemblées avec une précision dévastatrice. L'article détaillait les opérations de blanchiment d'argent pour les cartels de la drogue et les organisations terroristes, les ventes d'armes illégales qui violaient les sanctions internationales et la corruption systématique de fonctionnaires de régulation. Plusieurs cadres de haut rang avaient déjà été arrêtés, tandis que d'autres, y compris le PDG, coopéraient apparemment avec les autorités fédérales en échange de clémence. « C'est l'entreprise de papa ?» a demandé Bethany, regardant par-dessus mon épaule le journal étalé sur la table de la cuisine. « Oui, » ai-je répondu, pliant rapidement le journal pour cacher les détails les plus dérangeants. « Ton père a aidé les journalistes à comprendre des choses très compliquées qui se passaient là-bas. » Elle a hoché la tête, acceptant cette explication simplifiée. « C'est pour ça qu'on vit notre aventure. Pour que les méchants ne puissent pas l'arrêter. » Exactement. J'ai confirmé, une fois de plus impressionné par sa perception. Et ça marchait. Les preuves de ton père aident beaucoup de gens maintenant. Les jours passèrent avec une lenteur angoissante. Notre isolement, à la fois protection et prison. J'ai maintenu une routine pour le bien de Bethany, repas à heure régulière, promenade dans la nature en restant près du chalet, lecture et jeux le soir. La radio à pile apportait des nouvelles que j'écoutais après qu'elle se soit endormie, absorbant le scandale grandissant alors que les crimes de Méridien Global captaient l'attention nationale. Des auditions parlementaires étaient prévues. Des mandats d'arrêt internationaux avaient été émis pour les dirigeants qui avaient fui le pays. Les fonds des clients étaient gelés. En attendant l'enquête. Pourtant, nulle part dans la couverture médiatique il n'était fait mention de Robert Sullivan, le lanceur d'alerte qui avait rendu tout cela possible. Une omission délibérée, je suppose, pour le protéger des représailles. Le matin du 3e jour, je me suis réveillée avant l'aube, la tension m'envahissant à la perspective de notre visiteur attendu. Qui Robert enverrait-il? Comment nous trouverait-il? Quelle nouvelle apporterait-il? Je me suis habillée avec soin, choisissant des vêtements qui permettraient un mouvement rapide si nécessaire, et je me suis positionnée sur le porche avec une tasse de café et les vieilles jumelles de Jacques. Bethany dormait encore paisiblement à l'intérieur, inconsciente de l'importance de cette journée particulière. Le soleil venait de dépasser la cime des arbres lorsque j'ai repéré un mouvement sur le chemin de terre. Pas un véhicule, mais une seule silhouette à pied s'approchant régulièrement. J'ai récupéré le fusil à l'intérieur de la porte, le gardant visible, mais pas directement pointé. Alors que le visiteur se rapprochait, la brume matinale obscurcissait partiellement ses traits, mais je pouvais distinguer une femme de taille moyenne portant un sac à dos, habillée pour la randonnée avec des bottes pratiques et plusieurs couches de vêtements. Alors qu'elle arrivait à une 50aine de mètres, la reconnaissance m'a frappé comme un coup physique. Rachel Sullivan, l'ex-femme de Robert et la mère de Bethany. J'ai immédiatement baissé le fusil, le choc et la confusion se disputant en moi. Rachel avait déménagé en Californie après le divorce il y a 2 ans, établissant une nouvelle vie qui incluait une implication minimale avec sa fille. Des appels vidéo mensuels et des visites pour les vacances constituaient l'étendue de sa parentalité, la garde principale ayant été accordée à Robert et moi servant de gardienne secondaire lorsque son travail exigeait des déplacements. Hélène, a-t-elle appelé, levant une main en guise de salut alors qu'elle s'approchait du porche. C'est juste moi? J'ai posé le fusil, me déplaçant pour la rencontrer au bas des marches. Elle avait l'air épuisée, des cernes sombres sous les yeux, son apparence habituellement impeccable froissée par le voyage.
Rachel, ai-je répondu, encore en train de digérer son arrivée inattendue. Comment est-ce? Robert a tout arrangé, a-t-elle interrompu, laissant tomber son sac à dos au sol. Il m'a contacté il y a 5 jours, m'a expliqué ce qui se passait. J'ai voyagé sous un faux nom, en n'utilisant que de l'argent liquide, changeant de moyen de transport toutes les quelques heures. Un rire sans joie lui a échappé. Apparemment, ces romans policiers qu'il lisait toujours lui ont été utiles pour planifier une logistique de fugitifs. Avant que je puisse répondre, la porte du chalet s'est ouverte brusquement et Bethany a jailli sur le porche, son visage se transformant de joie incrédule. « Maman !» a-t-elle crié, dévalant presque les marches dans sa précipitation. Rachel s'est agenouillée, ouvrant les bras alors que Bethany se jetait dans son étreinte. « Salut, ma puce !» a-t-elle dit, utilisant le surnom qu'elle avait donné à sa fille quand elle était bébé. « Tu m'as tellement manqué !» Je me suis reculée, leur laissant de l'espace pour leur retrouvaille tout en essayant de réaligner ma compréhension de notre situation. La présence de Rachel changeait tout, soulevait de nouvelles questions, créait de nouvelles possibilités et complications. Après que les salutations émotionnelles se soient calmées, nous sommes rentrés à l'intérieur où Rachel a accepté un café et a commencé à combler les lacunes considérables de ma compréhension. Robert m'a contacté via un ancien compte de messagerie que nous gardions pour les urgences, a-t-elle expliqué en se réchauffant les mains sur la tasse. Il savait qu'il surveillerait ses communications habituelles, mais cette adresse datait d'avant notre mariage. Aucune connexion avec son identité actuelle. Il t'a tout dit? Ai-je demandé, encore en train de digérer les implications. Elle a hoché la tête. Sur le blanchiment d'argent, les ventes d'armes, tout. Il a dit qu'il ne pouvait pas te prévenir directement parce qu'il le surveillait de trop près. Mais il savait que tu protégerais Bethany s'il lui donnait les bonnes instructions. Un éclair de quelque chose, du regret, de la honte, a traversé son visage. Il te faisait entièrement confiance, Hélène. Il a dit que tu étais la personne la plus forte qu'il connaissait. Bethany s'était installée contre sa mère, manifestement peu disposée à rompre le contact physique après leur longue séparation. Je l'ai envoyé se laver et se changer, ayant besoin d'un moment pour parler avec Rachel en privé. Où est-il maintenant? Ai-je demandé une fois Bethany hors de portée de voix. Est-il en sécurité? Rachel a jeté un coup d'œil vers le couloir avant de baisser la voix. Il n'est jamais allé à Londres. Le billet était une diversion. Il est au Canada, travaillant avec les autorités internationales pour traquer les comptes offshore. Elle a hésité, puis a continué. La raison pour laquelle il m'a envoyé ici, c'est que nous devons partir, nous toutes, ce soir. Le calme que j'avais cultivé au cours des derniers jours s'est instantanément brisé. Pourquoi? Que s'est-il passé? L'enquête révèle des liens au-delà de ce que même Robert avait anticipé. Des responsables gouvernementaux, des agences de renseignement, des intérêts étrangers, tous compromis. Des personnes très puissantes risquent la prison ou pire, et ils ont remonté la fuite jusqu'à Robert. Ses yeux ont rencontré les miens. La peur était évidente malgré son ton contrôlé. Ils ont identifié sa famille comme un moyen de pression. Il y a eu un incident à mon appartement en Californie. Des hommes sont entrés par effraction, ont saccagé l'endroit. Le contact de Robert à la DGSI dit qu'il resserre la recherche, se concentrant sur les propriétés ayant des liens familiaux. Une terreur froide s'est installée dans mon estomac. Ce chalet est enregistré au nom de la succession de Jacques. Elle a confirmé d'un air sombre. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le trouve dans les registres de propriété. Robert dit que nous devons partir ce soir, rencontrer son contact à la frontière suisse. Ils ont de nouvelles identités préparées, un endroit où nous pourrons rester jusqu'à ce que le danger immédiat soit passé. L'ampleur de ce qu'elle décrivait, l'abandon de nos vies entières, peut-être de façon permanente, m'a frappé avec une force physique. Je me suis affalée sur une chaise, essayant d'assimiler cette nouvelle réalité. Combien de temps? Ai-je finalement réussi à dire? Combien de temps avant que nous puissions revenir? L'expression de Rachel s'est adoucie avec sympathie. Robert ne sait pas. Des mois au minimum, peut-être plus. Peut-être jamais, non-dit flottait dans l'air entre nous. J'ai pensé à ma maison remplie de décennies de souvenirs. Mes amis, la communauté que j'avais bâtie au fil de ma vie. Tout cela potentiellement perdu parce que mon fils avait choisi de dénoncer la corruption au plus haut niveau. Je sais que c'est écrasant, a dit Rachel doucement. Mais nous n'avons pas le choix, Hélène. Ces gens ont atteint le stade du désespoir où ils n'ont plus rien à perdre. S'ils ne peuvent pas faire taire Robert directement, ils nous utiliseront pour le forcer à agir. J'ai regardé vers le couloir d'où s'échappait le joyeux fredonnement de Bethany depuis la salle de bain, ignorant béatement que son monde était sur le point d'être à nouveau bouleversé. Alors nous partons ce soir, ai-je dit, ma résolution se durcissant autour de la seule certitude qui restait constante à travers tous ces changements. La protection de ma famille passait avant tout. Dis-moi ce que nous devons faire. Le crépuscule s'est installé sur le lac des Cèdres alors que nous faisions nos derniers préparatifs. Les instructions de Rachel étaient précises. Ne prendre que ce que nous pouvions porter dans des sacs à dos,
s'habiller en couche, apporter le minimum de papiers d'identité nécessaires. Tout le reste serait laissé derrière. Le chalet lui-même serait arrangé pour paraître temporairement abandonné plutôt que fui à la hâte, nous faisant gagner un temps précieux si nos poursuivants nous retrouvaient jusqu'ici. Je me suis déplacé dans les petites pièces avec une efficacité douce amère, effaçant les traces de notre présence tout en préservant l'illusion que nous pourrions revenir n'importe quel jour. Les lits ont été laissés défaits mais pas dépouillés. La vaisselle a été lavée mais laissée sur l'égouttoir. Le matériel de pêche a été positionné près de la porte comme s'il était prêt pour l'expédition du lendemain. « Mamie, pourquoi devons-nous partir la nuit ?» a demandé Bethany alors que je l'aidais à emballer ses quelques affaires. « N'est-ce pas plus difficile de voir ?»« C'est exactement pour ça, » ai-je expliqué, en pliant son pull supplémentaire en un paquet compact. « Parfois, c'est plus sûr quand les gens ne peuvent pas te voir clairement. » Elle a hoché la tête, acceptant cette logique. Comme une partie de cache-cache dans le noir. Tout à fait comme ça, ai-je convenu, reconnaissante de sa capacité à voir notre fuite désespérée comme une autre phase de notre jeu en cours. Rachel est entrée avec une brassée de denrées alimentaires emballées dans des sacs Ziploc. Le contact dit d'apporter des provisions pour 24 heures. Nous aurons environ 6 heures de marche pour atteindre le point de rendez-vous. 6 heures à travers la forêt, la nuit. Je n'ai pas pu cacher l'inquiétude dans ma voix. Avec une enfant de 7 ans. Robert a soigneusement planifié l'itinéraire, m'a-t-elle assuré. Il suit des sentiers de gibier la plupart du temps, évite les grands dénivelés et reste sur un terrain gérable même par faible luminosité. Il avait l'habitude de chasser dans ces bois avec son père. Tu te souviens? Je me souvenais en effet de Jacques et Robert disparaissant pour des week-ends pendant la saison de la chasse, revenant avec des récits détaillés de leurs aventures forestières, qu'ils aient réellement attrapé quelque chose ou non. Ces expéditions avaient donné à mon fils une connaissance intime de l'arrière-pays qui pourrait maintenant nous sauver la vie. L'alternative est de conduire, a poursuivi Rachel, ce qui signifie des routes, des points de contrôle, des témoins potentiels. La frontière suisse est étonnamment poreuse dans ces régions reculées si vous savez où traverser à pied. La manière désinvolte avec laquelle elle a fait référence au passage illégal de la frontière a souligné à quel point notre monde avait changé. Il y a 3 semaines, j'aurais été horrifié par cette suggestion. Maintenant, cela semblait non seulement raisonnable, mais nécessaire. À 22 heures, l'obscurité avait complètement envahi la forêt. Nous avons éteint toutes les lumières dans le chalet et avons attendu 1 heure de plus pour nous assurer que notre vision nocturne était entièrement ajustée avant de commencer notre voyage. Bethany, initialement excitée par la perspective d'une aventure nocturne, était devenue plus silencieuse alors que la réalité de quitter la sécurité du chalet s'imposait. « Est-ce qu'on reviendra un jour ici ?» a-t-elle demandé alors que j'ajustais son petit sac à dos sur ses épaules. La question m'a transpercée par sa simple franchise. J'ai envisagé de la rassurer, puis j'ai décidé d'être honnête à la place. Je ne sais pas, mon cœur, mais ce qui compte le plus, c'est que nous soyons ensemble. Toi, moi et ta maman. On peut laisser des lieux derrière nous, mais ce sont les gens qui font un vrai. Foyer. Elle a absorbé cela avec un sérieux caractéristique, puis a pris ma main. Je suis prête. Rachel menait la marche, naviguant avec une lampe frontale à filtre rouge qui préservait notre vision nocturne tout en fournissant juste assez de lumière pour suivre le sentier étroit. J'ai pris la position arrière avec Bethany entre nous. La forêt nous a immédiatement enveloppés. Un monde dense de sons et de sensations accentuées par l'obscurité. Des hiboux ululaient au-dessus de nous. De petites créatures bruissaient dans les sous-bois, et l'odeur douce et résineuse des pins nous entourait comme le parfum de la nature. Nous avancions lentement mais régulièrement, nous arrêtant toutes les 30 minutes pour de brèves pauses et de l'eau. Bethany a maintenu un rythme impressionnant pour son âge, bien que je puisse voir la fatigue commencer à se manifester après la 2e heure. Sans se plaindre, Rachel l'a soulevée sur son dos pour des portions du trajet, mère et fille travaillant ensemble avec une synchronicité qui démentait leur relation habituellement distante. Vers le milieu du parcours, Rachel a appelé une pause plus longue près d'un petit ruisseau. Alors que Bethany somnolait contre mon épaule, Rachel et moi avons partagé un moment de connexion inattendu. « J'ai été une mère terrible », a-t-elle dit doucement, fixant l'obscurité au-delà de notre petit cercle de lumière filtrée. Poursuivre ma carrière en Californie pendant que Robert élevait notre fille. Vous avez fait des choix qui semblaient justes à l'époque, ai-je répondu, surprise par sa soudaine vulnérabilité. Elle a secoué la tête. Je les ai abandonnés. Appelons les choses par leur nom. Sa voix ne contenait aucun apitoiement, juste une évaluation crue. Je me suis dit que Bethany était mieux avec Robert. Il a toujours été le parent le plus naturel. Que je construisais un meilleur avenir en établissant mon cabinet. Que les appels vidéo hebdomadaires suffisaient. Un rire amer lui a échappé. Maintenant, regarde-nous. Pas de carrière, pas de maison, fuyant pour nos vies parce que Robert a eu le courage de faire ce qui est juste pendant que j'étais occupée à construire ma vie parfaite à 5000 km de là. J'ai réfléchi à ces paroles avant de répondre. Nous avons tous des regrets, Rachel. Mais en ce moment, tu es là quand ça compte le plus. Ça compte pour quelque chose. Vraiment?
a-t-elle demandé, une incertitude sincère dans sa voix. Peut-on réparer des années d'absence dans une crise? Vous seriez surprise de ce que la crise révèle sur les relations, ai-je offert. Quand tout le reste est dépouillé, le noyau tient ou il ne tient pas. Notre conversation s'est terminée alors que Bethany s'agitait et nous avons repris notre voyage avec une détermination renouvelée. La nuit s'est approfondie autour de nous, la forêt devenant plus dense à mesure que nous nous éloignions des sentiers battus. 2 fois, Rachel s'est arrêtée pour consulter une carte dessinée à la main, apportant de légers ajustements à notre cap. Près de l'aube, nous avons atteint une petite clairière où les arbres s'éclaircissaient suffisamment pour révéler les premiers signes de l'approche du jour. Rachel a vérifié sa montre et a hoché la tête avec satisfaction. Nous avançons bien. Le point de rendez-vous est à environ 40 minutes, une petite cabane de chasse juste au sud de la frontière. De là, notre contact nous guidera pour traverser et rejoindre un transport du côté suisse. Qui est ce contact? Ai-je posé la question qui me taraudait depuis des heures, enfin formulée. Comment Robert peut-il être certain qu'il est digne de confiance? Il n'a pas voulu me le dire. Il a dit que c'était plus sûr si je ne le savais pas avant de le rencontrer. Elle a ajusté son sac, grimaçant légèrement sous le poids. Mais il était confiant, a dit que c'était quelqu'un de son passé en qui il avait confiance pour sa vie et les nôtres. Nous avons continué alors que la forêt s'éclaircissait progressivement autour d'eux. Nous, les oiseaux se réveillant pour saluer le nouveau jour en cœur. Bethany, initialement énergisée par l'approche de l'aube, a commencé à faiblir sensiblement. Je l'ai portée pour la dernière ligne droite, son petit corps lourd contre mon dos, mais sa confiance un poids encore plus grand sur mon cœur. La cabane de chasse est apparue soudainement. Une structure rudimentaire d'une seule pièce, presque reprise par la végétation environnante. Aucune fumée ne s'élevait de sa cheminée. Aucune lumière ne brillait de son unique fenêtre. Mais Rachel s'est approchée avec confiance. « Bonjour » a-t-elle appelé doucement, frappant légèrement à la porte usée par le temps. « Nous sommes la famille Sullivan. » Le silence a répondu, s'étirant inconfortablement jusqu'à ce que je commence à me demander si nous avions manqué notre connexion d'une manière ou d'une autre. Puis la porte a grincé en s'ouvrant, révélant une silhouette se découpant sur l'intérieur sombre. À l'heure, a observé une voix de femme, sortant dans la lumière du matin. Robert a dit que vous seriez ponctuel. La reconnaissance m'a frappé avec la force d'un coup. La femme, mince, athlétique, avec des cheveux sombres striés de gris, coupés courts, avait vieilli de 2 décennies depuis la dernière fois que je l'avais vue, mais son identité était indubitable. Diane, ai-je murmuré, manquant de trébucher sous le choc. Diane Mathieu, la petite amie de Robert à l'université, qui avait brusquement disparu de sa vie pendant leur dernière année après avoir été recrutée par une agence gouvernementale anonyme. La relation qui avait brisé le cœur de mon fils et l'avait mis sur un chemin de vie complètement différent de celui qu'il avait prévu. « Bonjour, Hélène » a-t-elle répondu avec un léger sourire. « Ça fait longtemps. »« Vous vous connaissez » a demandé Rachel, la confusion évidente dans sa voix. « Nous nous sommes connus, autrefois » a confirmé Diane en nous faisant signe d'entrer. « Il y a une éternité, avant que je ne devienne quelqu'un d'autre. » En entrant dans la cabane, j'ai eu du mal à intégrer cette nouvelle pièce dans le puzzle déjà complexe de notre situation. Le message cryptique de Robert sur quelqu'un de son passé prenait une nouvelle signification. Avait-il maintenu le contact avec Diane toutes ces années? Ou leur chemin s'était-il à nouveau croisé à travers les liens tordus de la corruption de Méridien Global? L'intérieur de la cabane était spartiate, mais préparé pour notre arrivée. Bouteilles d'eau, barres énergétiques, une trousse de premiers secours, et plus surprenant encore, un téléphone satellite qui semblait nettement plus avancé que la technologie civile. Nous n'avons pas beaucoup de temps, a dit Diane, tout à fait professionnelle maintenant alors qu'elle vérifiait sa montre. Les gardes-frontières changent de service dans 90 minutes. C'est notre fenêtre pour traverser sans être détectés. Bethany, observant ce nouveau développement avec de grands yeux, a tiré sur ma manche. « Mamie, qui est-ce » Je me suis agenouillée à son niveau, trouvant des mots simples pour une situation compliquée. Quelqu'un qui a connu ton papa il y a très longtemps. Quelqu'un qui va nous aider à le retrouver. C'est exact, a confirmé Diane, adoucissant son ton en s'adressant directement à Bethany. Ton père et moi étions de bons amis autrefois. Et maintenant, je vais m'assurer que vous arrivez tout en lieu sûr. Alors qu'elle décrivait la phase suivante de notre voyage, une randonnée de 3 kilomètres jusqu'à la frontière, la traversant à une section spécifique non surveillée, puis un autre 1,5 kilomètre jusqu'à un véhicule qui attendait, je me suis demandé quelles autres surprises nous attendaient sur ce chemin extraordinaire que nous avions été forcés de parcourir. D'un avertissement chuchoté dans un aéroport. À une évasion internationale coordonnée par une petite amie perdue de vue devenue agent secret, rien dans mes 68 ans ne m'avait préparé à tout cela. Pourtant, me voilà, prête à suivre ce fantôme du passé de mon fils vers un autre inconnu. Parce que lorsqu'il s'agit de protéger sa famille, aucune carte n'est trop complexe, aucun voyage trop intimidant, aucun allié trop inattendu.
Le passage de la frontière s'est déroulé avec une efficacité bien rodée. Diane nous a guidés le long de sentiers de gibier si ténus qu'ils étaient presque invisibles, ses mouvements trahissant des années d'expérience sur le terrain que je ne pouvais qu'imaginer. Nous avons gardé le silence, sauf pour les communications essentielles, Bethany comprenant la gravité de notre situation malgré son âge, suivant les instructions sans poser de questions. Vous voyez cette ligne de rocher? A chuchoté Diane, désignant un agencement de pierres anodins qui semblait naturel à mon œil non averti. C'est la frontière. Une fois que nous l'aurons franchie, nous serons en Suisse. Juridiction différente, poursuivants différents. Cela nous donne un avantage, au moins temporairement. Nous suivront-ils? A demand Rachel, adjustant la capuche de Bethany contre le Freud Madnal. Finalement, a confirmé Diane. Mais la coordination internationale prend du temps, même pour des organisations dotées de leurs ressources. C'est sur ce délai que nous comptons. Nous avons franchi la ligne invisible entre les nations sans cérémonie, sans autre reconnaissance que le bref hochement de tête de satisfaction de Diane. La forêt du côté suisse semblait identique. Les mêmes pins, les mêmes sous-bois, le même chant d'oiseaux. Pourtant, savoir que nous avions quitté le sol français a créé un changement psychologique que je ne pouvais pas tout à fait articuler. Une autre heure de marche nous a amenés à un étroit chemin de terre où un SUV quelconque attendait, partiellement dissimulé par des branches surplombantes. Un homme était appuyé contre le véhicule, se redressant à notre approche. Diane a levé la main en guise de salut et il a répondu par un salut désinvolte qui suggérait une formation militaire. « Voici Marcus », a brièvement présenté Diane. « Il conduira la première étape. Pas de questions, s'il vous plaît. » Marcus nous a fait un signe de tête sans parler, nous aidant à charger nos sacs à dos dans le véhicule avant de tenir la porte pendant que nous montions. Bethany, épuisée par notre voyage nocturne, s'est endormie presque immédiatement contre le flanc de Rachel. Je me suis surprise à combattre une fatigue similaire, l'adrénaline qui m'avait soutenue s'estompant enfin maintenant que nous avions atteint cette étape importante. Vous devriez vous reposer, a conseillé Diane depuis le siège passager avant, alors que Marcus conduisait en douceur sur des routes secondaires, évitant les grands axes. Il reste encore 6 heures jusqu'à la planque. Où allons-nous? Ai-je demandé, ayant besoin d'un point d'ancrage dans cette mer d'incertitude. Une propriété à l'extérieur de Genève, isolée, sécurisée, sans trace officielle. Elle s'est légèrement tournée, croisant mon regard. Robert vous y attend. La simple déclaration m'a complètement réveillée. Robert est à Genève. Nous avons délibérément maintenu cette fiction, a expliqué Diane. Même avec Rachel. Moins il y avait de gens qui connaissaient sa position réelle, plus c'était sûr pour tout le monde. Rachel s'est agitée à côté de moi. Tu m'as menti. Robert t'a menti, a corrige Diane, sans s'excuser. Sécurité opérationnelle. Si vous aviez été capturé et interrogé, vous n'auriez pas pu révéler ce que vous ne saviez pas. Le calcul froid derrière une telle planification, les couches de tromperie, les plans d'urgence pour la capture et l'interrogatoire, peignaient mon fils sous un jour que je n'avais jamais envisagé auparavant. Le comptable méthodique que j'avais élevé avait orchestré une opération de dénonciation internationale et un plan d'évasion digne d'une agence de renseignement. Comment t'insères-tu dans tout ça? Ai-je demandé directement à Diane. Après 20 ans de silence, tu apparais soudainement comme le contact de confiance de Robert. Quelque chose a traversé son visage. Du regret peut-être, ou simplement la reconnaissance de la complexité de son rôle. Ce n'était pas soudain, Hélène. Robert et moi avons repris contact il y a 3 ans, lorsque mon agence enquêtait sur des irrégularités financières qui croisaient les opérations de Méridien Global. Ton agence? AIJ insist. Je ne peux pas être plus précise, a-t-elle répondu avec une neutralité de pratique. Mais quand Robert a réalisé ce qu'il avait découvert, il a pris contact par les canaux que nous avions établis lors de cette enquête. Ce qu'il a trouvé allait bien au-delà de nos préoccupations initiales. Le trafic d'armes à lui seul traversait de multiples juridictions internationales. Le paysage à l'extérieur de nos fenêtres s'est progressivement transformé de forêts denses en terres agricoles dispersées alors que nous continuions vers l'est. Bethany dormait toujours, son visage paisible dans l'inconscience, ignorant béatement l'intrigue internationale entourant les actions de son père. Le sait-elle? Ai-je demandé tranquillement à Rachel, en désignant notre petite fille, à propos de la relation de son père avec Diane. Rachel est sikalatat. Robert ne l'a jamais mentionné, même lorsque nous étions mariés. Ce qui s'est passé entre eux était quelque chose qu'il gardait complètement privé. Le voyage s'est poursuivi dans un silence relatif, avec de brefs arrêts uniquement lorsque c'était absolument nécessaire pour les toilettes ou pour changer de véhicule, une précaution sur laquelle Diane insistait malgré l'absence de signes évidents de poursuite. En fin d'après-midi, nous avions atteint la périphérie de Genève, puis continué vers le nord dans un territoire de plus en plus rural. À l'approche du crépuscule,
Marcus a tourné sur un étroit chemin de gravier qui serpentait à travers des bois épais sur plusieurs kilomètres avant de s'ouvrir sur une clairière où se dressait une substantielle maison en rondins, de la fumée s'échappant de manière accueillante de sa cheminée. Mon cœur s'est emballé alors que nous nous approchions de la maison, scrutant le porche et les fenêtres à la recherche du moindre signe de Robert. La porte d'entrée s'est ouverte alors que Marcus coupait le moteur. Une silhouette est sortie, grande, familière, malgré la barbe qu'il s'était laissé pousser depuis la dernière fois que je l'avais vu, et mon souffle s'est coupé dans ma gorge. « Papa !» Le cri de Bethany a brisé l'instant alors qu'elle jaillissait de la voiture, soudainement bien réveillée et courant à toutes jambes vers son père. Robert l'a attrapée au vol, la faisant tourner alors qu'elle enroulait ses bras autour de son cou. L'émotion brute sur son visage, la joie, le soulagement, l'amour, racontaient sa propre histoire du sacrifice et de l'inquiétude qu'il avait endurée pendant notre séparation. Rachel et moi nous sommes approchés plus lentement, toutes deux submergées à notre manière par ces retrouvailles qui avaient semblé de plus en plus improbables au fil des jours. Quand Robert a finalement reposé Bethany, il a brièvement étreint Rachel avant de se tourner vers moi. « Maman », a-t-il dit simplement, sa voix se brisant légèrement alors qu'il me serrait fort dans ses bras. « Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. »« Nous avons fait ce que tu as demandé, » ai-je répondu, ma propre voix mal assurée. Bien que tes instructions auraient pu être un peu plus détaillées. Un rire surpris lui a échappé. Le premier véritable moment de légèreté dans toute cette épreuve. Je m'en souviendrai pour le prochain scandale de corruption internationale que je dénoncerai. À l'intérieur, la maison s'est révélée à la fois confortable et stratégiquement conçue. De grandes fenêtres offrant des lignes de vue claires sur toutes les approches, plusieurs issues, un sous-sol qui pourrait servir de bunker si nécessaire. Quelqu'un avait préparé notre arrivée avec une soupe maison mijotant sur la cuisinière et des lits faits avec des draps frais. Après que Bethany ait été nourrie, baignée et installée dans une chambre avec ses deux parents se relayant pour lui raconter des histoires, Robert, Diane et moi nous sommes réunis dans la pièce principale. Le poids des questions sans réponse pesait entre nous, exigeant d'être abordées maintenant que la crise immédiate de notre fuite était résolue. « Je vous dois des explications à toutes les deux » a reconnu Robert, versant 3 verres de whisky et les distribuant. « Par où commencer ? Le début serait traditionnel, ai-je suggéré, en m'asseyant près du feu. Comment un directeur financier d'une société d'investissement tombe-t-il sur un crime international qui justifie tout cela ? J'ai fait un geste autour de nous pour indiquer notre situation actuelle. Robert a soupiré, le son portant le fardeau de mois de secret. Tout a commencé par des divergences dans notre fonds d'investissement humanitaire, de petites incohérences qui ne déclencheraient pas d'audit standard, mais qui ont attiré mon attention à cause de leur récurrence. Lorsque j'ai enquêté, j'ai trouvé un système de comptabilité parallèle qui suivait le mouvement réel des fonds vers des entités figurant sur les listes de surveillance du terrorisme international. Et au lieu de laisser tomber, tu as creusé plus profond, a ajouté Diane, son ton suggérant à la fois l'admiration et l'exaspération. Je ne pouvais pas simplement l'ignorer, s'est défendu Robert. Une fois que j'ai compris ce qui se passait, que Méridien Global utilisait l'aide humanitaire comme couverture pour des ventes d'armes dans des zones de conflit, que nous profitions essentiellement à la fois de causer et de soulager la souffrance, j'ai dû tout documenter. À un risque extraordinaire pour toi-même, ai-je observé, et finalement pour nous. Son expression s'est assombrie de culpabilité. Je n'ai jamais eu l'intention de vous impliquer. Le plan était de rassembler les preuves, de les sécuriser hors site, puis de les livrer moi-même à Thomas Meunier avant de disparaître. Mais ils ont commencé à me surveiller de trop près. Chaque communication, chaque mouvement était surveillé. Alors tu as utilisé Bethany comme messagère, ai-je dit, incapable de cacher une pointe de jugement dans ma voix. Une enfant de 7 ans. C'était la suggestion de Diane, a-t-il admis en jetant un coup d'œil dans sa direction. Les enfants sont souvent invisibles dans les calculs de sécurité. Personne ne soupçonnerait que je confierais des informations critiques à ma fille. Diane a rencontré mon regard interrogateur directement. C'était l'option la plus sûre parmi de mauvais choix, Hélène. Ces gens avaient déjà tué le directeur financier lorsqu'il avait posé des questions sur certaines transactions. Robert était le suivant sur leur liste. Il rassemblait juste des options de remplacement avant de l'éliminer. L'évaluation brutale m'a glacé le sang malgré la chaleur du feu. Et maintenant, que se passe-t-il maintenant que les preuves sont publiques, que des arrestations sont en cours? Robert et Diane ont échangé un regard qui en disait long sur leur connaissance partagée. Nous avons porté un coup significatif, a expliqué Robert avec soin. Mais ce que vous avez vu aux informations ne représente que les acteurs les plus visibles. Il y en a d'autres, des responsables gouvernementaux, des agents de renseignement, des sous-traitants militaires, dont les noms ne figuraient pas dans les fichiers que j'ai divulgués parce que leurs liens étaient trop bien dissimulés. Ce qui signifie que nous sommes toujours en danger, ai-je conclu. Ce qui signifie que nous devons disparaître, a-t-il corrigé doucement. Nous tous. Nouvelles identités, nouvel endroit, nouvelle vie. Au moins jusqu'à ce que l'enquête complète soit terminée et que tous les responsables soient identifiés. L'ampleur de cette déclaration,
L'abandon complet de nos anciennes vies s'est abattu sur moi comme un poids physique. J'ai pensé à ma maison remplie de décennies de souvenirs, à mes amis, à ma communauté, tous laissés derrière sans de véritables adieux. Pour combien de temps? Ai-je posé la question qui m'a hanté depuis l'arrivée de Rachel au chalet. Robert et Diane ont échangé un autre regard avant qu'ils ne répondent. Au minimum 2 ans, peut-être plus. 2 ans, ai-je répété. Le chiffre était à la fois choquant et pourtant, d'une certaine manière, moins dévastateur que le « pour toujours » que j'avais craint. Et ensuite? Dans le meilleur des cas, l'enquête se termine avec succès. Tous les principaux acteurs sont poursuivis et nous pouvons revenir avec des mesures de sécurité raisonnables, a exposé Diane. Dans le pire des cas, la corruption s'avère trop profondément enracinée, trop protégée par des intérêts puissants, et un retour devient trop dangereux à risquer. J'ai absorbé cette évaluation, cherchant la bonne question parmi les centaines qui tourbillonnaient dans mon esprit. Où irons-nous? En Nouvelle-Zélande, a répondu Robert. Assez éloigné pour être sûr. Gouvernement stable, anglophone, bon système éducatif pour Bethany. Son expression s'est adoucie. Nous avons trouvé une petite propriété agricole. Rien d'extravagant, mais confortable. De la place pour nous tous. Nous tous? Y compris Rachel? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, jetant un coup d'œil vers le couloir où elle était toujours avec Bethany. C'est son choix, a répondu Robert avec précaution. Mais oui, des arrangements ont été faits si elle choisit de venir. Bethany a besoin de ses 2 parents maintenant plus que jamais. J'ai hoché la tête, comprenant la priorité de maintenir le monde de leur fille aussi stable que possible malgré tout ce qui avait changé. Et Diane? Je superviserai la transition, a-t-elle répondu. M'assurer que les nouvelles identités tiennent, que vous êtes bien installés. Ensuite, je retourne à mon travail. La conversation s'est poursuivie tard dans la nuit, comblant les lacunes considérables de ma compréhension. Comment Robert avait rassemblé les preuves, comment Diane avait aidé à créer notre itinéraire de fuite, comment la planque en Nouvelle-Zélande avait été sécurisée par des canaux qui ne pouvaient être retracés jusqu'à aucun d'entre nous. À l'approche de minuit, l'épuisement m'a finalement vaincu. Robert m'a montré une chambre confortable, s'attardant à la porte alors que je me préparais à la fermer. « Je ne t'ai jamais remercié correctement » a-t-il dit doucement. « Ce que tu as fait, protéger Bethany, livrer les preuves, échapper à des poursuivants professionnels, c'était extraordinaire. »« Je suis sa grand-mère » ai-je simplement répondu. « Et ta mère ?» Il n'y avait pas d'autre choix. Il a souri, l'expression rappelant le petit garçon qui m'avait autrefois regardé avec la même foi inébranlable. Papa disait toujours que tu étais la personne la plus forte qu'il connaissait. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il voulait dire jusqu'à maintenant. Après son départ, je me suis assise sur le bord du lit, contemplant le voyage qui m'avait amené ici et celui qui était encore à venir. 2 ans minimum dans un pays étranger, vivant sous une identité d'emprunt, laissant derrière moi tout ce qui était familier, une réinvention complète à 68 ans. Pourtant, alors que je me préparais à dormir dans ce havre de paix temporaire avec mon fils, ma petite-fille et même mon ancienne belle-fille, tous sous un même toit, j'ai réalisé que ce qui comptait vraiment n'avait pas du tout été laissé derrière. Le noyau essentiel restait intact. Ma famille, mes valeurs, ma capacité à affronter tous les défis à venir. Depuis ce premier avertissement chuchoté à l'aéroport, il est parti. Nous devons partir, maintenant. Jusqu'à ce moment de sanctuaire temporaire, j'avais été transformé non seulement par des circonstances indépendantes de ma volonté, mais par mes propres choix en réponse à ces circonstances. J'avais découvert des capacités que je ne me connaissais pas. Un courage que je n'avais jamais eu besoin de tester et une détermination qui nous porterait désormais vers notre avenir incertain. Quoi qu'il nous attende en Nouvelle-Zélande, quelle que soit la nouvelle vie que nous y construirions, je l'affronterai avec la même détermination qui nous avait amenés en sécurité jusqu'à ce moment. Non plus seulement une grand-mère protégeant sa famille, mais une femme qui avait regardé le danger en face et s'était trouvée à la hauteur du défi. Une femme qui avait entendu l'avertissement d'un enfant et avait tout changé.